Je suis vraiment contente de monter à bord du train avec vous aujourd'hui. Je vais être avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à samedi, pour animer des panels, animer aussi une discussion de groupe à la fin et aussi animer l'entrevue publique qui va suivre. Donc, je m'appelle Diane Martin. Je suis animatrice, intervieweuse, journaliste, aujourd'hui indépendante. Pendant une vingtaine d'années, j'ai été dans les médias à la quotidienne, donc en direct tous les jours. J'ai animé des émissions d'actualité, d'affaires publiques, et maintenant, je me consacre à l'animation d'événements à contenu comme le vôtre, c'est-à-dire des événements où on se réunit, où on approfondit des sujets par le biais d'entrevues, par le biais de discussions de groupe. S'il y a tout lieu de s'inquiéter de nos jours, quand on regarde l'actualité, il y a tout lieu aussi d'espérer quand on voit des gens réunis comme vous ici. Ce que j'ai vu hier et ce que je vois encore ce matin et ce qui va se dérouler est vraiment réconfortant et donne espoir pour l'avenir. Merci de vous être joints à ce fabuleux Parlement francophone des jeunes des Amériques. Donc, on est prêt à commencer. D'ailleurs, je vous félicite pour la rapidité avec laquelle vous avez créé des liens hier. J'ai bien vu tout ça se faire. On est devenu tellement intime qu'on a tous pris notre douche ensemble hier soir. C'est merveilleux. Alors, nous voilà tout propre, tout frais. D'ailleurs, vous avez les vêtements aujourd'hui qui vous confirment dans votre rôle de parlementaire. Je vous félicite. Vous avez une belle journée encore devant vous. Un petit mot pour vous dire que nous sommes aussi présentement en lien avec les Amériques via le web, donc via la page Facebook et via aussi le Centre de la francophonie des Amériques où l'entrevue est diffusée en direct. Alors, nous allons avoir une période d'entrevue avec Jean-Michel Leprince que je vais vous présenter dans quelques instants et ce sera suivi d'une période de questions. Vous voyez qu'il y a déjà des micros installés dans les allées. Alors, on vous invitera en temps et lieu à prendre part, à entrer dans la discussion. Alors, c'est une figure reconnue, c'est un point de repère très important ici au pays pour tout ce qui touche les questions de l'Amérique latine. Je vous invite à accueillir chaleureusement le journaliste de Radio-Canada, Jean-Michel Leprince. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, je vous invite à vous asseoir et si vous voulez bien, je vais prendre le temps de vous présenter pour le bénéfice de tout le monde. Vous avez déjà des informations concernant Jean-Michel dans le cahier du participant, mais je pense aussi à ceux qui nous écoutent via le web. C'est important de prendre le temps de mesurer qui est la personne qui va répondre aux questions dans quelques instants. Il y a toute une feuille de route. Alors, nous allons parler de liberté d'expression et de liberté de presse dans les Amériques. Et Jean-Michel Leprince est vraiment, on ne peut mieux placé pour en discuter, puisque les Amériques représentent un territoire, on peut dire qu'il connaît à fond, puisqu'il l'a parcouru, il l'a scruté depuis très longtemps à titre de reporter à la télévision et à la radio de Radio-Canada. Ça, c'est depuis 1973. Permettez-moi de faire le calcul pour tout le monde, ça fait 45 ans. Quelques années. Donc, vous connaissez bien. Alors, je vous résume sa feuille de route. D'abord, il a été basé à Toronto et à Montréal pendant quelques années, pour ensuite être nommé correspondant à Washington au tout début de l'administration Bush, où il a couvert pour le téléjournal et le magazine Le Point des dossiers comme la guerre du Golfe, le coup d'État et la dictature en Haïti, l'arrivée des troupes canadiennes à Sarajevo en juillet 92, le débarquement américain-canadien en Somalie, les premières élections démocratiques en Afrique du Sud, la rébellion du Chiapas, c'est incroyable, c'est un retour en arrière incroyable. Oui. Plusieurs fois par an, au cours de ces 6 années, il réalise aussi régulièrement des reportages dans divers pays d'Amérique latine. Et ça, c'est à l'époque où il relève du bureau de Washington. Ensuite, en 1994, ça c'est il y a 24 ans, il a ouvert à Mexico le premier bureau de Radio-Canada en Amérique latine. Il y a réalisé plusieurs grands reportages très délicats sur le narcotrafic et la corruption des dirigeants mexicains, d'autres sur la violence et la guerre civile en Colombie, les mouvements terroristes du Sentier lumineux et des Tupac Amaru au Pérou, la dissidence et le régime castriste de Cuba, l'épopée tragique de Che Guevara en Bolivie. C'est incroyable de ce que vous avez couvert. De retour au Canada, 4 ans plus tard... J'étais pas là quand c'est arrivé, Pardon? Mais bon... Mais quand même, de retour au Canada, 4 ans plus tard, il se consacre aux grands reportages sur l'émission Zone libre, dont plusieurs sur des grands sujets en Amérique latine. Et depuis maintenant 2005, donc depuis 13 ans, il est le spécialiste de l'Amérique latine et les Antilles pour le téléjournal Nouvelles et Affaires publiques et toutes les émissions d'information de Radio-Canada, télévision, radio et Internet. Et ces 3 dernières années, il a réalisé plusieurs séries de reportages sur les changements à Cuba, dont un docu-reportage sur Fidel Castro, l'homme derrière la légende. Il tient une chronique radio sur l'Amérique latine le mardi après-midi. Nous sommes mardi aujourd'hui, donc il sera en ondes cet après-midi. À compter de quelle heure? 15 heures, 15 heures. 6 fois,
avec des animateurs différents dans différentes régions, puis sur le même sujet que ce matin, plus ou moins. Là. Donc, on vous réchauffe un peu pour faire des bonnes chroniques cet après-midi, je comprends. Sera... D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean-Michel pendant les 4 années où j'avais une émission d'actualité ici à Québec l'après-midi. À ce moment-là, c'était le lundi. Et j'ai toujours apprécié sa grande amabilité et sa grande expertise. Alors, quel bonheur de le retrouver ici aujourd'hui. Donc, pour conclure, Jean-Michel Leprince a reçu en octobre 2011 le prix Maria Moores Cabot de l'École de journalisme de l'Université Columbia de New York, qui récompense un reportage exceptionnel de l'Amérique latine et des Caraïbes. Alors voilà, ça fait le tour. Vous aimeriez ajouter quelque chose pour compléter la présentation, Jean-Michel? Je suis heureux de voir tous ces francophones de toutes les Amériques. J'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont passés par des lycées français ou des alliances françaises. Je m'y connais un petit peu. J'ai fait récemment un reportage sur l'Alliance française à Cuba, qui a un rayonnement absolument extraordinaire. Et quand on ne le sait pas, c'est pas évident, mais c'est étonnant. Et les lycées français, mes enfants ont été éduqués au lycée français d'Ottawa, Washington, Mexico. Donc, et ce n'est pas des Français toujours, ou des Québécois, ou bref, c'est des gens de partout qui suivent ça. Et je souligne aussi les efforts du Québec pour rayonner et faire sa part pour le rayonnement du français. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, effectivement, j'ai couvert pas mal l'Amérique latine, disons, bon, les États-Unis aussi, mais vous savez c'est immense, on ne peut pas être partout. J'ai vécu à Mexico, mais la façon dont on travaille, c'est que je me déplace, j'y vais peut-être 5 jours, 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, des fois plus longtemps. Je suis un touriste d'information encore. Je ne vis pas vraiment dans ces pays-là. Je ne connais pas absolument tout, mais j'essaye d'en retenir l'essentiel pour le rapporter à des Canadiens avec une vision de Canadiens. Donc, c'est sûr que je ne suis pas un spécialiste. Parmi vous, il y a des gens qui viennent de partout. Vous en savez plus que moi sur forcément votre pays ou la région d'où vous venez. Je voulais aussi souligner, puisqu'on parle de la liberté de presse, j'ai quand même une bonne notion de comment ça se passe dans tous les pays où je vais, mais c'est pas précis. Donc, j'ai dû m'aider avec le classement de Reporters sans frontières, que vous connaissez certainement, qui est assez fiable. J'ai vu leur méthodologie. Dans chaque pays, il y a une façon, avec des moyens locaux, de vérifier, d'établir une sorte de classement de la liberté de la presse, la facilité des journalistes de travailler. Et donc, je me suis fié à ce classement. Et j'ai vu que dans le volet média, notamment, il y avait 2 personnes ici du Costa Rica et 2 autres de l'Uruguay. Et je trouve ça fantastique parce que le Costa Rica est numéro 8 sur l'échelle de Reporters sans frontières, ce qui n'est pas rien. Quand on sait que le Canada est numéro 18 et que les États-Unis sont numéro 45, le Costa Rica est à 8, en baisse de 4 points. Donc, le Costa Rica était à 6. Il y a eu quelques problèmes avec les journalistes. Et il y a aussi 2 personnes de l'Uruguay. Et l'Uruguay est à 20, ce qui est quand même pas mal. Je suis allé 2 fois en Uruguay ces 2 dernières années. J'ai été étonné par la stabilité de ce pays. J'ai fait 2 reportages à chaque fois sur la légalisation de la marijuana là-bas. Donc j'ai pu voir comment tout ça avait été mis en place. J'ai pu rencontrer aussi Pepe Mujica, qui devrait être, à mon avis, la référence pour tout politicien, pour tout démocrate. En Amérique, c'est un véritable sage, et puis il nous a fait part de sa philosophie, ses préceptes. J'ai fait un reportage, malheureusement pas assez long, sur lui, avec lui. Donc l'Uruguay, c'est un exemple de stabilité, ce petit pays coincé entre 2 géants, l'Argentine et le Brésil, et on pourrait imaginer que ces 2 pays-là, s'ils faisaient des petits efforts, des gros efforts, pourraient devenir comme l'Uruguay. Il n'y a pas de raison. Un indice de ça, c'est que l'agence France-Presse, par exemple, a installé ses bureaux latino-américains en Uruguay. Donc, à cause de la stabilité, à cause de la tranquillité. Donc, voilà. Donc, c'était pour parler de tout ça. Puis alors, j'ai vu aussi que vous allez débattre d'un projet de loi qui est assez intéressant sur la sécurité et le maintien de l'ordre public. Alors là, j'ai vu que vos organisateurs, avec un petit peu de malice, prévoyaient des
des articles qui permettraient d'empêcher la publication de certaines informations, par exemple, si elles peuvent nuire à l'ordre public. Fermer des journaux, des postes de radio, des chaînes de télévision et des sites Internet, si ça menace l'ordre public aussi. On aurait le droit de réviser les articles avant publication par un groupe d'intellectuels qui serait nommé pour 6 mois, etc. Donc, alors, ça sera à vous de voir si vous avez envie de faire un Costa Rica, un Uruguay, ou un Canada, ou bien un Venezuela, par exemple. Merci, Jean-Michel. Juste pour compléter brièvement la présentation personnelle, je voudrais juste ouvrir un petit volet sur, quand même, je vais le répéter, mais quand même 45 ans de métier. Le journalisme le journaliste que vous étiez au tout début, le journaliste que vous êtes devenu, il y a tout ce vécu, tout le monde qui a changé aussi, le monde des médias, le monde de la pratique, tout ça. Qu'est-ce qui vous animait au début et qu'est-ce qui vous anime maintenant dans la pratique de votre métier? C'est toujours la curiosité, la découverte et je dois dire aussi la surprise. Je sais qu'il y a des journalistes qui fonctionnent autrement. Ils aiment bien avoir tout prévu avant de partir et puis que tout cadre dans leurs prévisions. Moi, c'est exactement le contraire. Je sais qu'il faut préparer, faut prévoir, mais j'accueille avec bonheur toute surprise qui va me donner généralement l'angle plus proche de la réalité parce qu'on a tous des idées préconçues quand on part, on sort, oui, il va se passer ceci, cela. Dans les faits, c'est jamais comme ça et c'est mieux. C'est mieux et d'où l'intérêt d'aller sur place plutôt que de rédiger des articles à partir de dépêches d'agences qui sont fiables quand même. Mais aller sur place, voir, rencontrer les gens, les témoins directs aussi, ça là c'est fantastique. Et puis quand l'histoire s'assemble petit à petit, puis que le dernier élément se place, pour que quand la sauce prend. Ça n'arrive pas toujours. Des fois, il faut travailler un petit peu pour la mettre en forme. Mais quand tout se met en place et qu'on dit ça y est, on l'a l'histoire là, c'est génial. Après, c'est du plaisir, quoi. Oui. Et puis c'est toujours à renouveler, c'est toujours à recommencer. C'est toujours à renouveler. Il y a une autre chose que j'ai appris très vite au Mexique, c'est que si on veut couvrir quelque chose, s'il se passe quelque chose. Souvent, on va se dire, oui, il faut demander l'autorisation, il faut voir un tel, il faut parler. Hein. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Faut y aller, voir ce qui se passe. Là, j'appelais ça un peu la méthode Obélix, plutôt que la méthode Holiday Inn. Il n'y a pas de surprise. La méthode Obélix, on y va, on fonce dans le tas. Bon, c'est ça. Et puis, on bouffe du sanglier. Puis les Mexicains me disaient, mejor pedir perdón que permiso. C'est bon. Alors, vaut mieux s'excuser après. Oh, je savais pas. Mais au moins, on a parlé à la personne qui a vu, plutôt que lui ait besoin de demander la permission à son chef, c'est le chef qui va parler. Des choses comme ça. Ouais. Donc, on va revenir justement sur la technique terrain. Il faut développer il faut avoir beaucoup d'intuition aussi, j'imagine, du flair. Mais bon, alors là, nous sommes ici pour parler plus spécifiquement de liberté d'expression, de liberté de presse dans les Amériques. Alors, bon, nous allons nous intéresser plus particulièrement, bien sûr, à l'Amérique latine, puisque c'est votre spécialité, c'est votre beat, comme on dit dans le jargon du milieu. Mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la liberté de presse et liberté d'expression en Amérique du Nord aujourd'hui? Oui, c'est pas facile. C'est assez confus en ce moment, la situation. Je vais juste mentionner que parmi les pays où la liberté est la plus grande, il y a la Jamaïque, numéro 6. Toutes sortes de raisons, les lois de protection des journalistes, les lois qui dépénalisent les délits de presse, des choses comme ça. Donc, numéro 6, Jamaïque, c'est pour un pays auquel on pense beaucoup. L'Amérique du Nord, c'est compliqué. On a longtemps parlé de concentration de la presse. Oui, c'est un problème, ça demeure, mais là, c'est plus vraiment le problème. On parle de survie des journaux, des journaux régionaux. Je ne me souviens pas d'avoir entendu récemment qu'il y avait des journaux régionaux qui se portaient bien, et même des journaux nationaux. Au Canada, regardez ce qu'il y a. La presse qui a choisi d'avoir une version Internet seulement, plus de papier, est en difficulté et est obligée de faire appel, bon, pas la charité, mais en tout cas, quelque chose comme ça. Il y a en Angleterre le Guardian qui suit un peu la même voie, qui s'obstine à ne pas faire payer son site web, mais qui réclame des contributions. Il y en a encore des comme ça. Mais je constate que beaucoup de gens pensent encore qu'on peut s'informer gratuitement, qu'on va aller sur le web et qu'on va avoir des bonnes informations fiables. C'est de moins en moins vrai. Le Globe and Mail oubliait ça, les grands journaux français, Le Monde, le Figaro, j'en parle parce que j'ai un outil assez pratique, Google News, donc j'ai des alertes
sur des sujets ou des pays, je ne sais pas, Brésil et tout. Oui. Donc là, j'ai énormément de sources francophones que je vais privilégier parce que ce sont des organes fiables, pensons Le Monde, Le Figaro. Donc ils vont sortir en haut dans Google News sur n'importe quel sujet, mettons procès Lula au Brésil. Mais je ne peux pas y aller, il faut que je m'abonne au Monde, il faut que je m'abonne au Figaro. Le New York Times, ça va, je suis abonné, j'ai accès à tout. Mais c'est de plus en plus comme ça. Il n'y a rien de gratuit, sauf nous, Radio-Canada, on est gratuit encore, télévision publique, ce qui pose un autre problème. Donc les journaux, c'est une question de survie maintenant. Et même Mediapart, un journal web français, il faut payer, il faut s'abonner. Oui. Bon. Puis le Canada, ici, c'est quand même un des rares pays où il y a un média d'information publique. Oui, le service public en information radio-télé, on est comme une anomalie en Amérique. Le modèle est européen, c'est clair. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Au Mexique, il n'y a pas de télé publique significative. Il y en a, le Canal, on le sait. Bon. En Argentine, je pense, mais ailleurs, en Amérique latine, c'est privé. À moins que je me trompe, c'est pas mal privé, aux États-Unis surtout. Et puis nous, notre modèle, c'était la BBC. Et au départ, Radio-Canada, CBC a été créé pour résister justement à l'invasion des radios. Au départ, c'était la radio, bien sûr, américaine. Donc, il n'y a pas de radio canadienne, donc on a créé une volonté gouvernementale de créer une radio et ensuite une télévision. Et là, on a fait payer les gens. Il y avait un impôt, il y avait une redevance, comme la BBC en Angleterre. Dans les années 50, 60, ça a disparu, on ne sait pas pourquoi. Et là, donc, on dépendait uniquement du financement voté par le Parlement. Et comme chacun sait au Canada, le gouvernement est issu de la majorité au Parlement, donc concrètement, c'est le gouvernement qui décide des fonds qui vont être alloués à Radio-Canada, CBC. Et c'est très délicat parce que depuis que je suis dans la boîte, il y a eu des coupures tout le temps. Tous les gouvernements ont coupé. Pierre Trudeau, 1975, Chrétien, Mulroney 2 fois, Harper, on coupait. Surtout les conservateurs, visiblement, veulent nous faire disparaître ou nous réduire à un PBS canadien qui dépendrait d'un financement privé. Donc, ça a beaucoup d'impact, justement, sur le travail, la possibilité de faire son travail en tant que journaliste avec les moyens, les ressources et la diffusion aussi. Et si on ramène ça à la liberté d'expression et la liberté de presse, tout ça, ça vient contraindre un peu par la force des choses, par la réduction des ressources et des moyens, c'est ça? On a besoin de moyens et on les a pas en ce moment. CBC, c'est pareil, mais CBC, le réseau anglais, a décidé de concentrer plus ses moyens sur l'information et nous, plus sur la télévision générale. Donc en information, on est serré, même si depuis 3 ans, on n'a plus de coupure. Avec le gouvernement libéral de Justin Trudeau, de l'argent a été réinjecté. Mais ce n'est pas assez, visiblement. On est encore contraint en information. J'ai du mal à sortir, couvrir l'Amérique latine parce qu'on me dit qu'il n'y a pas d'argent, pas d'argent. Bon. Alors qu'on n'est pas en période de coupure. Donc c'est paradoxal. On est obligé de compenser par la publicité et ça, c'est pas normal. Donc on a de la publicité, un financement fédéral. Évidemment, les télévisions privées disent qu'on leur fait une concurrence déloyale, on leur vole la publicité, on leur vole... Et le problème pour eux, comme pour les journaux, c'est les rentrées de publicité maintenant qui diminuent et diminuent et diminuent. Ouvrons une parenthèse quand même, parce qu'il y a les grands médias traditionnels, mais il y a maintenant toute l'information qui circule via les réseaux sociaux, et qui vient aussi parfois brouiller l'eau. C'est-à-dire qu'il circule toutes sortes de choses. C'est parfois extrêmement efficace et pertinent, et parfois, c'est tout et rien, et le pire et le meilleur. Là. Oui, il ne faut pas penser que les gens vont aller s'informer aux sources les plus objectives, pas forcément. De plus en plus, comme c'est disponible, les gens vont essayer de trouver des sources qui correspondent à leur façon de penser, politique en particulier. Pensez à Breitbart News aux États-Unis. On va chercher ce qu'on veut, qui va confirmer nos croyances, nos sympathies. Donc, on ne s'ouvre plus. Alors là, c'est le fouillis. On ne sait pas où tout ça s'en va. Et tout le monde navigue un peu à l'aveuglette sans savoir où ça va mener. Et là, vous ouvrez la porte sur Breitbart. Donc, je vous amène... On parle du Canada, mais parlons maintenant des États-Unis. Oui, alors les fake news, ça c'est un problème. Bon, les États-Unis, j'avais mentionné le classement de RSF, 45 en baisse de je ne sais plus combien, de 10 points à cause
de toutes les agressions verbales de Trump contre la presse, qui est l'ennemi, toute l'histoire des fake news. Il y a des agressions physiques aussi à cause de ça, des poursuites aussi. Donc, ça va pas bien. Bon, ceci dit, il ne faut pas être pessimiste. Il y a des journaux très sérieux, New York Times, Washington Post, qui combattent activement ces fake news et mettent des moyens absolument démesurés pour rétablir les faits. Donc, c'est une lutte, c'est intéressant, c'est passionnant, mais où on s'en va avec ça? Oui, bien malin qui pourrait répondre maintenant. Mais on va quitter ce territoire où c'est quand même relativement facile. En tout cas, on peut exercer son métier sans trop de risques. Tout à fait. Il y a d'autres exemples ailleurs. Alors, descendons un peu plus bas, allons maintenant en Amérique latine, parce que là, on arrive vraiment à votre spécialité. Parlons du travail des journalistes là-bas. Quels sont les pays où il est le plus difficile de travailler, d'exercer son métier? Parlons des journalistes là-bas, de là-bas, et ensuite, ajoutons ceux comme vous qui vont couvrir sporadiquement. Parlons de leur travail là-bas. Pour nous, c'est facile, mais pour eux, moi, je pense au Mexique en ce moment, je pense à l'Amérique centrale, sauf le Costa Rica. Honduras, Salvador, Guatemala, il m'en manque, non. Et effectivement, c'est difficile. La violence est telle que ça retombe sur les journalistes. Et ce sont les journalistes locaux qui en souffrent. Au Mexique, je crois qu'on est rendu à 6 morts dans l'année. De journalistes. Oui, il y en a eu, je ne sais plus combien, l'an dernier, 14 ou 17, enfin bref. Et ce n'est pas des journalistes qui sont assassinés à Mexico ou dans d'autres grandes villes, même Monterrey, ou pourtant là-haut, c'est dans des plus petites villes et des États où le narcotrafic est vraiment dominant. Pensez à Tamaulipas, à la frontière du Texas, pensez à Sinaloa, qui est le berceau du narco mexicain. Tous les grands narcotrafiquants viennent de Sinaloa. À l'époque où on pouvait faire pousser du pavot pour avoir de la morphine pour les armées américaines pendant la Première Guerre mondiale. Donc le pavot poussait légalement, marijuana pourquoi pas, tout le reste. Et c'est difficile après de changer de culture dans les montagnes arides. Donc on continue et puis ces gens-là se sont convertis au narcotrafic, donc c'est très dangereux. Bon, vous avez mentionné le prix que j'ai obtenu à l'Université Columbia en 2011. Il y a deux journaux qui ont été primés aussi à ce moment-là. Et il y en a un, c'est le Diario de Juárez, de Ciudad Juárez, donc de l'autre côté d'El Paso, aux États-Unis. Et l'autre, c'est Rio 12, de Culiacán à Sinaloa. Donc il y avait j'ai parlé longtemps avec des gens de ces deux journaux. Et le Diario de Juárez a été récompensé parce que ils ont résisté à des ordres du cartel local de narcotrafiquants. Et Ciudad Juárez, à l'époque, c'était vraiment le Far West, de ne plus couvrir les faits divers. Ils ont dit aux journalistes, on ne veut plus vous voir, bien, il y a un mort quelque part, on ne veut plus vous voir. Donc ils ont défié cette injonction-là en s'associant avec d'autres médias, des journaux. Ils ont assuré une permanence pour que jour et nuit, s'il se passait quelque chose, bing, quelqu'un y aille, etc. Et ce journal avait perdu justement un de ses journalistes qui a été assassiné pas longtemps avant. Donc ils ont été récompensés pour ce courage-là. Mais quel courage! Et absolument, absolument. Et l'autre, c'est Rio 12, et c'est Culiacán, encore le berceau du narcotrafic. Et là, donc, j'ai suivi un petit peu ce qu'ils faisaient. Ils s'en sont sortis, mais récemment, l'an dernier, il y a eu un journaliste assassiné qui a fait toutes les manchettes à ce moment-là. C'était Javier Valdez, qui travaillait pour Rio 12 et aussi pour l'AFP. Il était correspondant pour l'AFP. Il a été assassiné en pleine rue, juste devant le journal. Donc c'est un des emblèmes. Et il y en a d'autres. Un autre État qui touche particulièrement les journalistes, c'est Veracruz. Bon, là, le gouverneur vient de changer. C'est un gouverneur qui sera du parti Morena, de López Obrador. Donc ça pourrait changer. Mais alors la corruption à Veracruz était telle que l'ancien gouverneur, est en prison en ce moment. Et on l'accuse d'avoir détourné pour 50 millions de dollars de fonds publics. 50 millions, là, petit détail, il a acheté des villas partout. Bon, et tout ce qui s'ensuit. Alors imaginez le journaliste qui essaye de révéler des malversations quelconques sans parler du gouverneur, mais évidemment, sous lui, il y a toutes sortes d'adjoints, d'aides qui vont aussi faciliter ces transactions. Alors si un journaliste essaye de dénoncer ça,
Il y a des systèmes de protection. Dans plusieurs cas à Veracruz, ça n'a pas fonctionné. La police était là pour surveiller, pour protéger le journaliste. Il a été assassiné pareil. Donc là, on parle de dizaines de cas. Et ils sont assassinés par, bon, narcotrafiquants, mais probablement, parfois, on ne sait pas, par des politiciens véreux. oui, On ne sait pas qui fait quoi. Ouais. Si un politicien est assassiné, par exemple, est-ce que c'est parce qu'il a résisté aux narcotrafiquants ou au contraire, est-ce que les policiers, c'est la même chose? Donc la corruption, et ça c'est le mot-clé à mon avis dans toute l'Amérique latine et peut-être ailleurs dans le monde, c'est la base de tout ce qui se passe. Ça va être tricoté dans tout le restant de l'entrevue, la corruption, on va y toucher. C'est là, sans ce niveau de corruption, mais à grande échelle au Mexique, il n'y aurait pas tout ce trafic de drogue. Et on est rendu à 200 000 morts depuis 2006, depuis que Felipe Calderón a déclaré la guerre. Alors c'est l'armée contre le narcotrafic. Mais revenons donc à ce que ça demande à ces journalistes, avant qu'on parle maintenant des gens comme vous qui visitent le pays ou qui le couvrent de l'extérieur. La question que je vous posais, ce qui vous motivait, vous, au début de votre carrière, puis pourquoi vous aviez continué, ce qui vous animait encore aujourd'hui, pourquoi sont-ils journalistes à votre avis? Qu'est-ce qui les motive à risquer leur vie? Parce qu'ils ont des modèles, ils voient des collègues qui meurent. Absolument. Moi, j'imagine, je ne sais pas si je me risquerais à travailler dans ces conditions-là, mais j'imagine qu'il y a un côté Robin des Bois chez eux, et puis justicier, il faut que la vérité se sache, et puis un jour, la vérité va triompher, si nous on ne le fait pas, qui le fera? Ce qui arrive aussi, c'est que les journalistes sont victimes aussi de médisance. Bon, un journaliste se fait assassiner, moi j'ai vu un cas dans le Michoacán, et là, la première chose qui est sortie, oui, d'accord, il a révélé des choses sur l'administration municipale de sa région, Tierra Caliente, c'est chaud à tout point de vue, là, partie du Michoacán, gros narcotrafic. Mais pas longtemps après, plusieurs jours après, oui, mais il avait eu une affaire extramaritale, ou alors il avait des dettes, est-ce que c'est un règlement de compte? Alors on essaye de discréditer la victime, et si bien qu'à la fin, on ne sait pas pourquoi il est mort, vraiment. On ne le saura jamais. Parlons maintenant des correspondants étrangers. Alors, quand vous arrivez sur place, bon, vous couvrez de l'extérieur, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, mais vous allez plusieurs fois par année, vous êtes allé plusieurs fois par année au cours de votre carrière à différents endroits. Comment fait-on? On se trouve des fixeurs, donc des gens sur place qui vont nous aider, absolument, qui ont des contacts. Comment on les trouve, ces fixeurs-là? Comment on travaille avec eux? Qu'est-ce que ça représente pour eux d'être votre fixeur? Puis, comment vous êtes sûr d'aller chercher vraiment l'information véridique et pertinente? Bien, il y a comme une confrérie des journalistes qui couvrent l'Amérique latine, des gens de Reuters, d'AFP, des journaux locaux, des grands médias surtout. Et on se fie à eux. Moi, plusieurs fois, j'ai travaillé à Cuba, notamment avec un journaliste de CNN, et je lui ai demandé, au Guatemala, tu n'aurais pas quelqu'un qui... il me dit oui, tout à fait. Son prénom, j'oublie, Asturias. Il travaille pour Reuters, il est caméraman. Mais au Guatemala, ce type-là connaissait tellement tout le monde et tellement tout qu'en plus, étant caméraman, visuellement, il sait où il faut aller, il sait quoi tourner. Et par ces gens-là, j'ai eu beaucoup de très bons fixeurs. J'en cherchais un autre au Panama, et c'est lui d'ailleurs, c'est Asturias, qui m'a recommandé Pipe, son nom m'échappe, et effectivement, lui, c'est un journaliste de Reuters. Mais il faut aussi de la caméra, et il y a quoi, 3 millions d'habitants au Panama, et ils les connaissent tous par leur petit nom. Donc, il y a eu un ancien vice-président, bing, comme ça. Donc, ça, c'est de bouche à oreille. Et puis, la qualité de vos sources, comment vous la vérifiez? Moi, je leur fais confiance, et puis ils me trouvent les bonnes personnes, c'est clair. Et souvent, on fait toujours ça. Si la question n'est pas claire, qui dit vrai, qui dit faux, on va toujours chercher plusieurs sources, et ce sont des journalistes, ils sont habitués aussi, et ils savent où aller ou ne pas aller, c'est clair. C'est clair, et il faut toujours se fier à son fixeur. J'ai un exemple en Colombie où une équipe de journalistes chevronnés, notamment Jean-François Lépine, le caméraman que j'avais à Mexico, Pierre Mainville, qui sont allés tourner des vues de Bogota. Il y a un endroit magnifique, une sorte de périphérique en hauteur, et là on voit la ville et on fait des images superbes. Et leur fixeur leur a dit, vous avez 5 minutes parce qu'il y a un bidonville en bas, il y a un bidonville en haut, ils vous ont vu, et si vous ne grouillez pas, on a le temps, là. Et ils se sont fait braquer. On leur a tout piqué, à main armée, ils ont laissé partir la caméra, l'argent, tout le bazar. Donc,
on est aussi prudent que son OK, fixeur. donc là, bon, un vol, ça va, mais tout à l'heure, on évoquait ouais. des journalistes qui perdent la vie, qui se font voler la vie, ça, c'est autre chose. Quand vous arrivez dans des pays où vous savez à l'avance que c'est vraiment dangereux à ce point Ouais. pour l'exercice de votre métier, est-ce que vous avez vécu des situations où vous avez craint pour votre vie? En Amérique latine, c'est très rare. Puis crainte pour notre vie, je me souviens d'un événement un peu significatif, mais là, c'est une question de malchance un peu. C'était au Chiapas, où il y avait les zapatistes et les anti-zapatistes qui se combattaient, mais souvent c'était un village contre l'autre. Et puis on s'est trompé de village, on est tombé dans le mauvais village où la police venait d'arrêter deux personnes soupçonnées d'avoir tué d'autres personnes de l'autre village. Les gens étaient furieux, ils étaient à l'entrée du village comme s'ils nous attendaient. Puis on arrive là, qu'est-ce qui se passe? On commence à brasser la voiture, attraper mon camarade par les cheveux qui filmait pendant ce temps-là. Puis là, une femme est arrivée, elle a dit « Mais écoutez ce qu'ils ont à dire. » Alors, on a expliqué ce qu'on faisait, ce qu'on cherchait. Et là, ils ont commencé à nous raconter leur histoire. Et puis, ça s'est calmé. On a documenté leur histoire. On l'a intégré dans le reportage, qui devenait encore meilleur. Mais c'est une situation qui n'est pas normale. Il n'y a pas de zone de guerre comme telle en Amérique latine. Je peux vous parler du Brésil, des favelas. J'y suis allé très souvent. Très souvent. Une fois, on y est allé un peu vite sans prendre nos précautions. On est parti très vite parce qu'il y a un type avec un pistolet. Mais les autres fois, on parle à la bonne personne et puis qui s'assure que tout est en place et ils savent ce qu'on va faire. Et que ce soit la police ou que ce soit les bandes criminelles. Votre anecdote de la dame qui est intervenue et qui a dit écoutons-les, ça m'amène à vous demander de parler aussi de la liberté d'expression du peuple. Est-ce que les gens se sentent libres d'exprimer dans un contexte de gouvernement parfois corrompu ou encore la menace des narcotrafiquants ou de la police qui est parfois corrompue? Jusqu'à quel point on reste libre d'exprimer ce qu'on pense vraiment? Moi, je dirais qu'en général, les gens se sentent assez libres, sauf dans des endroits où c'est très, très sensible. C'est difficile à dire. Tout ce qui a trait au narcotrafic dans ces fameuses zones, je pense à Culiacán, Sinaloa, sûr que les gens... Il y a quelque chose que j'essayais de savoir, par exemple, c'est le narcotrafic, là, dans cet État, dans cette ville, est tellement présent que, forcément, l'argent du narcotrafic, qui retombe sur tout le monde. Donc, tout le monde est plus ou moins complice, c'est pas le terme, mais oui, quand même, des narcotrafics. Parce que l'argent va à des commerçants qui vendent des choses en sachant que ces narcotrafiquants aussi, c'est un phénomène qui est impossible à illustrer. Ces narcotrafiquants ont des enfants, ils ont beaucoup d'argent, ils les envoient dans les bonnes écoles. Ces enfants-là vont se balader avec des magnifiques voitures dans Culiacán. Les narcotrafiquants vont généralement épouser des femmes plutôt belles, donc ça va faire des beaux enfants aussi. Et ces enfants-là, fils de narcos ou filles de narcos, vont sortir avec des gens de... Alors, il y a tout ce système. Caste. Alors ça, là, essayer de documenter ça, c'est absolument impossible et c'est dangereux pour tout le monde. Donc, mais ça existe. Alors, il faut réussir à le traduire d'une certaine façon. Oui. Alors voilà pour le travail des journalistes locaux, le travail des correspondants comme vous. Maintenant, parlons des sujets à couvrir. Est-ce qu'il y a des sujets plus difficiles que d'autres à aborder? Celui-là, le sujet de la corruption, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. Le narcotrafic, c'est pas évident. Et la difficulté, c'est pas de parler aux gens. Les gens vont vous en parler dans l'abstrait. Oui, c'est corrompu chez nous, c'est terrible. Mais après, mentionner des noms et tout, ça devient délicat. Donc, il faut trouver des moyens de le... Et pour mes collègues au bureau, il faut que je leur explique aussi ce qui se passe. Le narcotrafic, ça fait des années que je fais des reportages là-dessus. J'ai des fois l'impression que ça ne rentre pas, là. La corruption au Brésil, c'est probablement le scandale de corruption le plus grand de l'histoire du monde. Moi, à ce point? Puis, la première fois que j'ai fait un reportage là-dessus, il a fallu que je l'explique. C'est compliqué. Et mes collègues m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire de c'est le plus gros scandale de corruption, point. Donc ça suffit, ça devrait, mais c'est tellement compliqué. Et puis j'ai trouvé un truc pour ça, et pour le Mexique aussi, donc la complicité avec les narcotrafics, des politiciens et tout, grâce à Netflix.
Netflix? Netflix m'a permis de faire passer des notions compliquées pour mes collègues et le public, j'imagine aussi, là-dessus. Netflix a fait une série sur le Mexique qui s'appelle Ingobernable. Et regardez ça, c'est fantastique. Bon, vous me répétez encore une fois? Ingobernable, ingouvernable. Ingouvernable, oui. Et au départ, le président, qui ressemble étrangement à Peña Nieto, le président actuel, il se fait tuer, on le tue d'un coup de feu, et là, il tombe du balcon sur une voiture, ça commence comme ça. Et en fait, on apprend au fil de la série que, en fait, ce président avait complètement changé son attitude et trahi les gens qui l'avaient élu, c'est-à-dire les militaires, de mèche avec les narcotrafiquants, pour que tout reste pareil et que tout le monde s'enrichisse. Lui a eu des remords d'un seul coup, il s'est dit non, ça ne peut plus durer, je vais les dénoncer. Évidemment, il est assassiné. Alors c'est exagéré, mais ça a permis aux gens de comprendre. Puis ça a eu un impact au Mexique aussi, je peux vous le dire. Ah, oui. Et l'autre au Brésil, alors Netflix encore, il y a une série qui s'appelle Le Mecanismo, qui démonte toute l'affaire Lava Jato, toute la corruption de Petrobras depuis le début. Et là, c'est la première saison. Et la deuxième saison, qui devrait venir bientôt, ça va être le plus croustillant. C'est toute l'affaire Odebrecht, la plus grosse compagnie de construction d'Amérique latine, qui a réussi à corrompre la majorité des politiciens, pas des politiciens, mais à corrompre des personnages importants dans la plupart des pays d'Amérique latine. Tous, Venezuela, Colombie, Mexique, c'est énorme. Vous savez maintenant énorme. ce que vous allez regarder sur Netflix? Oui, de l'argent détourné de Petrobras pour financer les partis politiques et les intermédiaires. J'ouvre une parenthèse, vous l'ouvrez pour moi. Vous racontez la difficulté que vous avez de faire comprendre ce qui se passe en Amérique latine, mais c'est plus que ça. La difficulté que vous avez à vendre vos sujets de reportage, souvent même quand vient le temps de proposer un reportage. Et ça, c'est généralisé. On en discutait un petit peu avec quelques personnes avant le début de cet entretien. Et on disait à quel point en Amérique du Nord, on connaît peu de choses de ce qui se passe en Amérique latine, sinon le narcotrafic, sinon le crime organisé, mais on connaît peu. Pourquoi on ne s'intéresse pas? Pourquoi on a peu d'informations? Il y a plusieurs voies d'explication. Moi, je pense que le public ici au Canada est assez mature maintenant et la société est assez variée. Il y a énormément de gens qui viennent d'Amérique latine, de partout. C'est assez grand pour que ça représente un grand nombre et qui veulent savoir ce qui se passe dans leur coin de pays parce que tous les Latino-Américains s'intéressent à ce qui se passe. Un Mexicain va s'intéresser à ce qui se passe en Argentine, et c'est sûr. Et puis, il n'y a pas chez les... Alors bon, d'abord, qui couvre l'Amérique latine? Moi, j'essaye, mais c'est pas facile. J'ai du mal à vendre mes sujets. On me dit, il n'y a pas d'argent. Puis là, bon. Il y a un journal canadien qui a un correspondant, une correspondante, c'est Stéphanie Nolan du Globe and Mail, qui est basée au Brésil depuis avant la Coupe du Monde et qui couvre l'Amérique latine à partir de là et qui fait un superbe travail. Elle était en Afrique avant, vraiment des reportages remarquables, mais on est tout seul. Alors maintenant, est-ce que nous, à Radio-Canada, on suit ce que fait le Globe and Mail? Si c'était la presse, oui, on aurait une concurrence, il y aurait une émulation, bon. Mais moi, j'ai l'impression que mes collègues, ceux qui sont au bureau, sont plus facilement tournés vers ce qu'ils voient des États-Unis, bien sûr, en ce moment avec Trump. Alors, ça monopolise tellement de place. Et on est plus tourné vers l'Europe que vers l'Amérique. Et ça, j'ai du mal à comprendre. On vit en Amérique. Je n'ai pas pu aller couvrir l'élection au Mexique pour la première fois depuis 1994. Faute d'argent, et c'est la plus importante. Par contre, on a couvert les élections en Turquie. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. En Allemagne, en Italie, en Russie, comme s'il y avait du Puis suspense. le Mexique, on a quand même l'ALENA, où le pays a des échanges commerciaux. Alors, il y a comme un blocage qui se fait quelque part, et comme on est les seuls à faire quelque chose à Radio-Canada, comme on ne le voit pas ailleurs, c'est qu'il ne se passe rien, et voilà, c'est une explication. C'est une explication. Mais le manque de moyens, au début, ça justifie beaucoup de choses. Maintenant, alors on parle de où c'est dangereux, où ça va moins bien pour la liberté de presse et d'expression. Quels sont les pays et les régions où ça va bien? Vous en avez quand même nommé deux là, tout à l'heure, mais quand même, revenons là-dessus un petit peu plus longuement. Bon, Costa Rica, ça va bien. En plus, il y a un président plutôt libéral qui a été élu, donc ça devrait faciliter les choses. Je ne le connais pas bien, puis il est tout récent, donc
parce que l'élection s'est faite, si je ne me trompe pas, beaucoup sur la question du mariage gay, et il y avait une forte opposition, et son adversaire était favori. Et au dernier moment, les gens ont voté, disons, pour plus d'ouverture. Il y a l'Uruguay qui continue avec une coalition gouvernementale fantastique, le Frente Amplio de gauche. Donc il y avait Pepe Mujica, il ne pouvait plus se représenter. Donc là, c'est Tabaré Vázquez qui était son prédécesseur. Et ils ont réussi avec cette coalition à faire passer des choses extraordinaires, les lois les plus progressistes d'Amérique latine sur l'avortement, le mariage gay, avant tout le monde, la marijuana, premier pays du monde à légaliser la marijuana. Le Canada va être le deuxième. Parce que les États américains, ce ne sont pas des pays, puis ça concerne, enfin c'est assez restreint quand même. Il y a ça. Le Chili, c'est pas mal. Le Chili, 38e, Reporters sans frontières. Pas mal de concentration de moyens, de télévision, de journaux aussi au Chili. L'Argentine, ça s'améliore. Il y avait une lutte à finir entre le groupe Clarín et les Kirchner, donc Cristina Kirchner. Donc ça s'est terminé. Le nouveau gouvernement de Macri est plus, disons, plus favorable aussi aux grands groupes de presse. Mais il n'y a plus cette lutte publique-privée, mais c'était plus que ça. Donc c'est assez... ça va plutôt dans le sens de l'amélioration. Donc ce sont des pays où, surtout l'Uruguay, le Costa Rica, le Chili, où il y a des institutions solides, où les lois qui régissent la liberté de presse sont plus tolérantes, facilitent plus, ne pénalisent pas les journalistes, par exemple, sur les délits de presse, par exemple, la diffamation. Donc on est plutôt prudent là-dessus, et ça aide, ça donne de la liberté. Et il n'y a pas de menace vraiment au travail des journalistes, sur leur travail quotidien. Avez-vous espoir pour le Mexique après l'élection récente d'Andrés Manuel López Obrador? Le Mexique, c'est vraiment intéressant. Parce que, oui, ça devrait changer. Parce que, bon, quand j'étais là-bas, en 1994, c'était la fin d'une époque. Il y avait les vieux journaux, les mêmes, Excelsior, Universal, et on savait qu'ils étaient subventionnés par les publicités de l'État. Bon. Moi, quand je suis arrivé, il y a des nouveaux journaux qui ont commencé à sortir, comme Milenio, Reforma, très indépendants, payants aussi. Sur leur site web, maintenant, c'est inaccessible si on ne paye pas. Assez indépendants. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la domination des deux chaînes de télévision, Televisa et TV Azteca. Les gens s'informent d'abord avec la télévision. Ils lisent très peu les journaux, même s'il y a des bons journaux. C'est la télé, et il y a deux groupes dominés par des industriels, des gens extrêmement riches qui payent leurs journalistes 3 fois rien. C'est vraiment les salaires les plus bas. Ça, c'est un problème. Donc, énorme concentration de presse. Et encore maintenant, on dénonce cette subvention par la publicité du gouvernement. Donc on parle de Peña Nieto, et le gros de l'argent va à ces deux groupes et aux autres groupes de journaux aussi, et les indépendants, rien. Ceux qui critiquent un peu le gouvernement, et il y en a. Il y a eu l'affaire de Carmen Aristegui qui a critiqué l'affaire de corruption de la femme de Peña Nieto. Elle a été virée de sa boîte, 5 autres journalistes aussi. Ça a été en procès, là, on lui a donné raison. Bref, on châtie comme ça les journalistes qui critiquent trop. Et avec AMLO, ça va changer? Logiquement, à mon avis, ils n'aiment pas beaucoup Televisa, et probablement pas Télé Azteca non plus, qui n'ont jamais fait de faveur. Alors, s'ils voulaient d'abord faire des économies, il arrêterait de verser de la publicité à des gens qui n'en ont pas besoin, des journaux qui n'en ont pas besoin, ou des télévisions. Alors ça pourrait changer aussi. Puis là, il a fait sa campagne sur la corruption, la lutte à la corruption. Et ça, c'est important. S'il parvient à faire quelque chose, moi je dirais chapeau. C'était une tâche absolument énorme. Au niveau fédéral, c'est probablement faisable. C'est peut-être le niveau le moins corrompu maintenant. Mais au niveau des États et au niveau des municipalités, pensons aux polices. Peña Nieto a essayé de faire de grandes réformes, donc unifier les polices d'État. Il n'a jamais réussi. Il y a une résistance fantastique parce que, bon, il y a des intérêts financiers occultes qui font qu'il y a une résistance. Personne ne veut un commandement unique où
Alors, est-ce qu'il va réussir à faire ça? Mais se dresser seul face à un tel niveau de corruption, bien, évidemment, il y a ses alliés. Puis il l'a tenu. Il a été élu par la population, mais dans l'exercice du pouvoir, est-ce qu'il va pouvoir vraiment s'opposer? Quand il était maire de Mexico, il a eu un parcours irréprochable à ce point de vue-là. Ah, oui. D'abord, de son côté, énormément d'austérité. Ça va se traduire aussi. D'abord, il a dit qu'il n'habiterait pas à la résidence de Los Pinos, il va habiter chez lui. Et ça va être transformé en centre culturel, donc il va réduire tout. Il va vendre l'avion présidentiel. Bon, c'est pas ça qui va ramener toutes sortes de choses comme ça. Là. Mais c'est symbolique. En ce moment, il roule en Jetta, donc il va oui. peut-être avoir une Jetta blindée, je ne sais pas. Mais il y a un symbole aussi. Il y a un symbole. Et sa gestion de la ville de Mexico était, à part une affaire un peu louche, mais qui n'a jamais été élucidée, était assez claire. Et la ville de Mexico a eu des gouvernements issus du même parti, le PRD à l'époque, qui a fait des bonnes choses pour la ville. La ville s'est assainie et beaucoup plus sécuritaire que quand moi j'y vivais. Le trafic est contrôlé, il y a des autoroutes à 2 étages et tout. Les enlèvements ont pratiquement cessé. Et il y a des lois assez progressistes. Une loi qui favorise l'avortement à Mexico. Ailleurs, non. Donc, des choses comme ça. Donc, il y a lieu d'espérer. Oui, mais la tâche est énorme. Vous avez glissé un mot sur les médias, donc plusieurs médias contrôlés par certains gouvernements. Parlez-nous en général des grands médias, ceux qui sont les plus fiables à travers tout ça et ceux qui sont en train d'émerger. Oui, alors, parmi les grands médias, pensons au Brésil. On parlait du Mexique avec Televisa et TV Azteca. Maintenant, Mexique, c'est le groupe Globo. C'est Globo la télévision, le journal O Globo. Et puis, vous avez 4 chaînes de télé qui contrôlent 70% de l'audience. Et les gens s'informent à la télé. Comme au Mexique, les gens lisent très peu les journaux. Et les journaux, c'est pareil, grosse concentration. Des organes de presse, surtout basés à São Paulo. Le journal O Globo domine aussi. Et ce sont des familles industrielles ou puissantes, ou des fois politiques. Il y en a une en particulier, c'est la famille Macedo. Et dont le dirigeant fait partie d'une église évangélique. Il contrôle le groupe Record, télé, radio, et un parti politique, le PRB, le Parti républicain brésilien, un sénateur, 24 députés fédéraux, 37 députés dans des États, 106 maires, 1619 conseillers municipaux. Donc vous avez ce noyautage de cette complicité entre un organe de presse et la politique. Et c'est tout mêlé comme ça. Et les autres grands propriétaires des grands médias, c'est pareil, ils ont tous des liens avec des politiciens. Donc ça fait partie du paysage de corruption du Brésil qui sera difficile à démêler. Et vous savez qu'il y a une élection en octobre. Lula, normalement, ne pourra pas se présenter, il est en prison. Celui qui se détache dans les sondages, c'est un extrémiste, un militaire, un nostalgique de la dictature, Jair Bolsonaro. Il a des chances de passer au premier tour, de se retrouver au deuxième tour, mais contre qui, on ne sait pas. Le Brésil est dans un désarroi politique absolument total. Il pourrait se passer n'importe quoi. Si on a pu élire Trump aux États-Unis, on pourrait élire n'importe qui au Brésil. On va revenir aux médias émergents, mais juste parce que vous avez évoqué quelque chose que je veux saisir au bon. On n'a pas parlé du tout de la présence. Les pays d'Amérique latine, pour la plupart, sont majoritairement catholiques. La présence de l'Église, son rôle social, on sait à quel point ça a pu prendre différents visages là, selon les pays. Quelle place occupe l'Église présentement? Encore énorme, je pense au Mexique sur les questions de l'avortement, des lois anti-gays et tout. À part Mexico, ailleurs, c'est encore très, très conservateur. Le seul pays qui s'est débarrassé de toutes ces entraves, c'est l'Uruguay, encore une fois. L'Argentine, récemment, il y a eu un gros débat sur l'avortement. Je ne sais pas trop si c'est réglé ou pas. C'est comme ça dans toute l'Amérique latine. C'est le continent le plus rétrograde en point de vue de loi sociale ou de loi. Et l'Église catholique a un grand rôle à jouer là-dedans. Ce qu'on remarque aussi, on l'a mentionné pour le Brésil, c'est la présence de plus en plus grande des églises évangéliques. Qui ont de plus en plus énormément de pouvoir politique dans ce cas-là et moral aussi.
Donc, une autre emprise sur la population versus liberté d'expression, ça en ajoute une couche. Oui, à travers la famille Macedo au Brésil, on voit quelle tournure ça peut prendre. Au Costa Rica, vous me corrigerez, mais l'adversaire de Carlos Castaños, il s'appelle Castaño aussi, mais pas la même famille, mais c'était un évangélique aussi. Donc, il a failli passer. Et le reste de l'Amérique centrale, c'est un peu la même chose. Ouais. Revenons aux médias. Les médias émergents, ceux qui peuvent venir renverser la donne un peu ou qui peuvent donner lieu justement d'espérer une meilleure circulation de la parole authentique, de la libre expression. Eh bien, c'est un peu comme chez nous, on ne sait pas trop, beaucoup de médias sur le web. Encore une fois, pour revenir au prix Maria Muscabet, il y avait un journaliste du Salvador, Carlos Dada, qui est fondateur d'un journal web qui s'appelle El Faro. Et ça a été le premier, je crois, en Amérique centrale, y compris le Mexique, à émerger. Donc, il a été récompensé pour ça. Et bon, Le Salvador, vous connaissez la situation de violence avec les groupes criminels. Des présidents qui succèdent et qui ne savent pas quoi faire avec. Soit il y en a un qui a fait une armistice, qui a fait, bon, ça n'a pas marché évidemment. Le successeur est tombé dans l'excès inverse et s'est mis à militariser. On a commencé à se tuer de part et d'autre. Et là, on est dans une situation. Donc, sa publication, son genre de publication quel impact elle a, c'est difficile à juger. Oui. Là encore, les gens ne lisent pas beaucoup les journaux écrits, mais sur le web, avec son téléphone, ça a forcément un impact. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont formé une sorte d'alliance avec d'autres médias semblables à travers l'Amérique centrale. Il y a notamment Plaza Publica Plaza Publica au Guatemala. Au Nicaragua, il y a Confidencial, qui est dirigé par le fils de Violeta Chamorro, Carlos Chamorro, qui était la présidente, qui a succédé à Daniel Ortega, qui lui a succédé après, qui est encore au pouvoir, etc. Donc c'est encore les Chamorros, c'était la Prensa, le journal d'opposition anti-sandiniste qui a résisté sous le sandinisme. Et là, donc, il y a un enfant au moins, Chamorro, peut-être un autre, qui dirige un journal web. Et ils sont alliés aussi avec un autre médium web au Mexique, c'est Animal Politico. Donc là, il y a au moins un groupe de 4-5. Et puis ça va grossir. Donc là, ils échangent des articles, ils donnent à leur vision, ils donnent à leurs articles une vision plus centro-américaine que uniquement salvadorienne, et donc un impact. Donc le web apporte un peu le salut là, face aux médias traditionnels. Probablement, mais là encore, où on s'en va avec ça, c'est pas évident. C'est comme ici, c'est clair. Je vous vois très attentif, je vous vois prendre beaucoup de notes aussi, c'est excellent, ça augure bien pour la période de questions. Il nous reste environ encore 10 minutes d'entrevue ici, à deux, et ensuite la discussion va s'ouvrir à 100 personnes. Alors, donc, juste un mot maintenant, parce qu'on parle des médias sociaux et l'ouverture sur le monde. Parlons de Cuba. Oui, c'est spécial. Oui. C'est compliqué de travailler à Cuba. Les journalistes cubains aussi ont du mal déjà pour régler la question. Il y a les journaux officiels, et ils sont web aussi, hein, c'est même assez bien fait. C'est l'organe du parti, c'est Granma. Puis les autres, c'est à peu près la même chose. C'est Juventud Rebelde, ou il y en a 2-3 comme ça, ou Trabajadores. Donc c'est des médias d'État qui vont donner la ligne du parti et reproduire l'information officielle. Moi, je vis une petite tendance quand même à des enquêtes, dans Granma notamment, sur l'inefficacité de l'agriculture à Cuba. Donc critiquer le système, c'est nouveau. Bon. Bref, ça émerge. Là, il y a un nouveau président, Miguel Díaz-Canel. Il est assez porté sur le web, dit-on. Il veut améliorer ça. L'accès au web est encore très difficile à Cuba. C'est très lent, puis c'est compliqué, ça coûte cher. Mais c'est son truc. On nous dit que... Ouais. Et donc, est-ce qu'il va vouloir avoir un impact, libérer un petit peu les journaux d'État? Je sais que Raúl Castro, je le sais par sa fille Mariela, que Raúl Castro aussi voulait, il trouvait que ce n'était pas assez critique, assez audacieux.
Mais rien ne change vite à Cuba. Non, mais là, on n'est plus sous les Barbados. Là, vraiment, on est arrivé à une autre époque. Là, je veux dire, celui qui est là n'a pas participé là, à la naissance de Cuba. Donc, et on espère beaucoup une forme d'ouverture plus grande sur le monde. Quand même, l'accès web est plus compliqué. Parlez-nous des paquetettes. Alors, c'est ça. Donc, comment les Cubains peuvent s'informer autrement? D'abord, il y a des sites web, c'est important, qui sont pas anti-gouvernementaux, mais qui vont être critiques s'il le faut. Ça passe. Ça passe jusqu'à présent, il y en a plusieurs. Il y a des groupes, par exemple, catholiques. Il y en a un qui s'appelle Cuba Possible, il y en a un autre qui s'appelle, plus sur les questions économiques, qui s'appelle Cuba... Le nom m'échappe. Ils sont tolérés. Díaz-Canel, le nouveau président, avant d'être élu, a lancé des piques devant un auditoire du Parti communiste contre ces médias-là. Et il a dit, c'est enregistré, moi je vais les fermer. On va crier à la censure, mais de toute façon, tout est censuré ici. La censure, bon, il ne l'a pas fait encore. Et Cuba Possible, c'est catholique, et ça veut encourager un débat. En ce moment, il y a un comité du Parlement qui a été formé pour refaire la Constitution. On doute que la notion de pluralité politique soit introduite là-dedans, mais il y a des groupes comme ça qui essayent de pousser pour que, oui, on tolère des positions différentes. Peut-être pas d'autres partis, mais des positions différentes, mais ça a du mal à percer. Alors, mais les Cubains sont débrouillards. Ils sont débrouillards. Il y a des sites web qui sont bloqués complètement. Je pense à 14 Medios, c'est le premier. Et ceux-là, c'est clair, ils ne sont pas vus à Cuba, on peut pas y accéder. Et les Cubains, même qui sont critiques du gouvernement, vont dire oui, mais eux, ils sont financés par l'étranger, les Américains ou les Espagnols. Ils sont suspects. Et donc, alors, est-ce qu'ils sont vus, pas vus? Moi, je soupçonne que dans les fameux paquetés, c'est des disques durs ou des clés USB. Des clés USB. Avec des sortes de choses dedans, des films, des séries qu'on ne retrouve pas à la télé cubaine. Que des gens téléchargent comment? Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen, quelque part, il y a quand même des gens qui ont bien placé, qui ont accès à des lignes Internet. Donc, il y a un marché underground. Il y a un marché du paqueté, où ça peut venir de Miami aussi. Bon, est-ce que dessus, et ça, j'ai pas pu le vérifier, mais est-ce que dessus, on met aussi des éléments politiques? Est-ce qu'on va mettre des articles repiqués de 14 Medios ou de journaux de Miami Expliquez comment ça fonctionne. Les gens se les refilent pour une somme monique. On se repasse la clé USB ou le On arrive à la maison, on télécharge, puis on regarde quoi? Des séries, des films. C'est surtout ça. Moi, je pense que la dimension politique de paqueter, pas très présente là. C'est pas terrible. Alors, pour les journalistes étrangers, travailler à Cuba, c'est compliqué. Encore. C'est quand même quoi? En Amérique latine, ça fait maintenant 20 ans là, que l'espoir de gouvernement de gauche est né. Il y a eu la vague rose. Donc, en conclusion, parce qu'on va bientôt ouvrir la conversation au grand groupe, quel changement marquant avez-vous pu observer au cours de ces années-là? Et encore une fois, je reviens souvent avec le mot espoir, mais est-ce que les espoirs qu'on a placés sur l'arrivée des gouvernements de gauche étaient justifiés? Qu'est-ce qu'on a livré et ça augure comment pour l'avenir? Moi, je crois qu'on devrait être pas mal déçus parce que si vous regardez les deux grands gouvernements de gauche, d'abord le Venezuela et le Brésil, regardez où se trouve le Venezuela maintenant. Vous allez voir, lire, entendre toutes sortes d'histoires sur un complot des États-Unis pour déstabiliser, pour détruire, pour envahir le Venezuela. Mais moi, j'ai vu le désastre économique qui s'est formé déjà sous Chavez, quand le pétrole valait $150 le baril, un peu moins au Venezuela, l'argent rentrait à flot et était distribué généreusement, c'est vrai, à des pays de la Caraïbe, un petit peu partout, en Afrique, par le biais du pétrole. Mais l'argent du pétrole qui rentre encore maintenant, même si le Venezuela ne produit plus qu'1,5 million de barils par jour au lieu des 3 millions qu'il pourrait ou devrait produire, mais il ne peut plus parce que le pompage ne fonctionne plus, le matériel n'est pas entretenu, il n'y a pas d'investissement. Mais l'argent rentre encore, le 1,5 million de barils par jour. Il va où l'argent? Alors,
Donc, vous dites que ça n'a pas livré ses promesses? La plupart des... Non, et le mot-clé, c'est encore corruption. Tout cet argent n'est pas allé au peuple du tout, contrairement à ce qu'on disait. Oui, il y avait des missions, il y avait des programmes sociaux qui ont marché quand il y avait beaucoup d'argent. Mais après, l'argent a été complètement détourné, est allé dans les poches de... on ne sait pas qui. Et prenez le Brésil, et avec un président comme Lula, qui, à mon avis, était un bon président, qui a fait beaucoup de choses, mais il a profité aussi d'une période économique faste. Donc, Chavez et lui, la fin de Chavez, ça commençait à se détériorer beaucoup. Mais Lula, oui. Mais quand on voit le programme de corruption que lui et son bras droit, José Dirceu, qui est en prison, condamné à, je crois, 39 ans de prison pour corruption, le stratagème qu'ils ont mis sur pied pour pouvoir faire voter par... c'est un gouvernement de coalition. Le Parti des travailleurs, le PT, n'avait pas la majorité pour faire passer ces lois. Donc, Lula les a achetés en versant des salaires carrément à des députés de partis de l'Alliance pour qu'ils votent du bon côté. Et ça dure depuis 2003. Et ça a pris une ampleur extraordinaire avec le scandale Petrobras, Odebrecht, et puis ça a contaminé les autres pays d'Amérique latine. Donc Lula est en prison, pas pour ça, pour une autre affaire de corruption qui est probablement un peu louche. On a voulu, moi je pense effectivement l'empêcher de se présenter aux élections, qu'il gagnerait haut la main, en le condamnant pour une affaire d'appartement. Mais il a d'autres casseroles derrière lui. Il a 8 autres procès pour des choses plus solides qui... Donc, c'est un exemple. La gauche, c'est dommage. La gauche gouvernementale n'a pas livré ses promesses, semble-t-il, en grande majorité. Maintenant, la gauche sociale, elle, est-ce qu'il y a lieu d'espérer de ce côté-là? Parce qu'il y a les gouvernements, mais il y a aussi tous les mouvements citoyens. Écoutez, au Venezuela, quand vous avez aux dernières nouvelles une inflation de 40 000 %, c'est fini, là. Le salaire minimum, ça ne sert à rien. Le salaire minimum va acheter une tasse de café, puis encore. Et on ne sait pas comment les gens survivent. Ils dépendent de l'argent de famille, de l'étranger. Ils se débrouillent. On est sur le mode survie. Vraiment, vraiment. Et au Brésil, c'est guère mieux aussi. L'économie ne va pas encore très bien, surtout dans la région de Rio. Le pétrole n'a pas recommencé. C'est une source. La production n'a pas vraiment recommencé. Rio est livré de nouveau aux gangs des favelas. Toute la pacification des favelas qui avait été mise sur pied et que tout le monde a admiré pendant toutes ces années, avant la Coupe du Monde, jusqu'aux Jeux Olympiques, et après, tout s'est effondré. Donc, une forme de résistance sociale, de gauche... Il n'y a plus les moyens. L'État de Rio est en faillite, par exemple. Il n'y a plus d'argent. Et voilà, la situation politique, on en a parlé avant. Ici, au Brésil, ils ne savent pas où ils s'en vont. Ils ne savent pas où ils s'en vont. L'Argentine a changé de gouvernement. C'est un gouvernement de droite. Mais il y a encore des difficultés. L'inflation est en train de ronger les salaires. Non, c'est pas une situation facile que vous nous décrivez. Pas du tout, non, pas du tout. Le Chili, oui, ça va bien. La Colombie a l'air de vouloir s'en sortir, mais parce qu'il y a un accord de paix. C'est fragile. C'est un gouvernement de droite, plus à droite, qui a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il va essayer de démanteler de cet accord? Il y a encore des combats. Oui, c'est sûr qu'il y a de l'espoir là. Le Chili, ça va bien, en gros. Le Pérou... Pas mal, c'est bien. OK. Mais bon. Et le Mexique vient de virer à gauche. Donc, on peut dire qu'après la vague de gauche, on passe à droite. C'est pas vrai. Le Mexique vient de virer à gauche, alors qu'il était à droite. Il n'y a plus de droite-gauche, là. Oui, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Et puis, retenez ce mot corruption. Alors, regardez tous les mots de ces pays-là. Et c'est très difficile de combattre la corruption, je comprends. On a fait un tour très, très, très rapide de la question, une question qui est vaste et qui demanderait beaucoup plus de temps. On va poursuivre cette discussion maintenant avec vos questions. Que je le mentionnais, je vous ai vu prendre souvent des notes. Et je vous explique un peu comment ça va fonctionner. Vous avez 2 micros ici. Toutes les personnes intéressées à poser des questions, à intervenir dans la discussion, première des choses, je vous invite à le faire parce que la question que vous posez, très certainement, il y a plusieurs personnes qui se la posent aussi en même temps, donc vous contribuez à l'enrichissement de tout le monde. Deuxième demande que j'ai pour vous,
j'ai besoin d'évaluer combien de personnes vont vouloir poser des questions pour qu'on gère le temps un peu. Alors, je vais demander immédiatement à toutes les personnes qui ont le goût de poser une question d'aller prendre place au micro, de vous installer en rangée, et pour qu'on ait une idée un peu de ce qui s'en vient, de la quantité de questions qu'il y a. Et on va y aller. Wow, c'est formidable. Vous êtes merveilleux. Bon, alors, il y a un principe d'équité qui va guider cette discussion, à savoir qu'on a une demi-heure et que vous êtes très nombreux. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par... Je vous fais confiance. Je vous fais confiance pour poser les questions les plus concises et les plus précises possibles et de ne pas avoir de sous-questions pour qu'on puisse avancer rapidement dans vos questions. Et si vers la fin, je vois qu'on n'a pas assez de temps, bien, je vais prendre en note vos questions, vous me les direz, on va enfiler rapidement et puis Jean-Michel va répondre en rafale. Ça vous va comme ça? Oui. Je veux vraiment que vous ayez le temps de parler. Alors, votre nom, le pays d'où vous provenez, votre question, concis. On y va. Merci, bonjour. Je suis James Osney, je viens d'Haïti. Merci pour ce bel entretien. Ma question se porte sur un défi plutôt sociologique auquel font face les journalistes haïtiens. C'est la question de la pauvreté. Les journalistes, ils sont dans une dynamique de survie, ils sont sous-payés et puis ils font face à des défis sociaux majeurs. Tout au long de l'entretien, vous n'avez pas touché le côté de la précarité et de la pauvreté. Donc la question, c'est quel rapport y a-t-il entre la pauvreté et la liberté d'expression dans les Amériques? Merci beaucoup. Okay. Je l'ai évoqué pour le Mexique en disant que les propriétaires de presse étaient multimilliardaires et que les journalistes étaient payés, si vous pardonnez l'expression, avec des queues de cerises. Et vous avez raison, Haïti, c'est le cas. Pour être journaliste, c'est vraiment du missionnariat parce que c'est clair que ça ne paye pas. Et il y a des gens qui veulent... Moi, j'ai connu pas mal de journalistes en Haïti. Ce sont des gens qui veulent et qui ont à cœur de remplir cette mission, d'informer avec les moyens du bord. Et effectivement, ça conditionne énormément le travail de journaliste dans plein de pays. Pensez à l'Amérique centrale. Si c'est aussi peu payé au Mexique, Honduras, imaginez. Et puis là aussi, on se fait tuer au Honduras, je peux vous le dire. Au Salvador, c'est la même chose. C'est sûr que la précarité, mais elle reflète probablement la précarité de la population elle-même. Et en Haïti, ouais. On le voit ces jours-ci, ce que ça donne. Vous avez raison. Merci. Donc, réponse concise, on roule. Oui, ici. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Carl Osney. En fait, je vais laisser ma question que j'avais sur Haïti, puisque James... il est haïtien aussi. En fait, sachant que cette liberté d'expression peut être une activité difficile, est-ce que pour vous, l'argent ne peut être... En fait, ça peut être un prétexte à tout moment. Est-ce que l'argent ne constitue pas une sorte de censure imposée aux journalistes? Puis, est-ce qu'il y a une solidarité de journalistes dans les Amériques si on tient compte de l'impunité, par exemple, pour certains journalistes morts dans l'exercice de leur fonction? Je pense récemment à un journaliste haïtien, c'est Vladimir Legagneur. Donc, on continue à demander justice. Je pense à Jean-Dominique, je pense à Jacques Roche. Et puis, ma dernière question, pour vous, là, on fait une exception pour vous, mais oui, c'est une question normalement. Comment est-ce que vous voyez le rôle, par exemple, des médias qui prennent position, soit pour le conservatisme ou encore un gouvernement plutôt libéral dans les Amériques, surtout en Amérique du Nord, par exemple? Alors, réponse aux trois questions. Bon, pour la dernière, il y a toujours eu des journaux d'opinion. Celui qui va lire le Globe and Mail et celui qui lit le National Post, ce n'est pas la même chose. Celui qui va lire la presse, c'est plutôt en théorie fédéraliste, celui qui va lire le Devoir aura peut-être plutôt tendance à être nationaliste ou indépendantiste. Bon, bref, on choisit son médium. Pensez le Monde qui était plus à gauche en France, le Figaro à droite. On choisit et c'est pareil maintenant. C'est clair ça n'a pas changé. Web, pas web, c'est juste plus confus. La précarité, oui, c'est une censure, c'est clair. Si on avait plus de moyens, je vous jure qu'on ferait mieux. Moi, je suis confiné à des reportages de 6 minutes, je ferais des reportages de 15, 20, 40 minutes, comme on faisait avant à Zone Libre, à 1 heure sur Terre.
on ne peut plus maintenant. Et c'est une question de moyens, même dans un médium public comme Radio-Can. Alors imaginez le privé en ce moment et imaginez les pays aussi. Donc l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est un cliché, mais c'est valable pour tout. Et c'est aussi un moyen de contrôle. Et c'est un moyen de contrôle, bien sûr. Mais là, bon, politique, pas forcément, mais c'est un moyen de contrôle. La première question, j'ai oublié, mais... C'était justement l'argent. Ça va. Ah oui, oui, oui. Et bien, on le voit au Mexique, sauf que le type est mort, mais à chaque assassinat, c'est des manifestations dans les rues, on réclame justice, etc. Et les journalistes ne lâchent pas non plus. Ils font leur travail. Pensez, bon, c'est pas des journalistes qui sont morts, mais les 43 étudiants de Ayotzinapa qui ont disparu, la presse n'a jamais lâché. Et on réclame des enquêtes, et c'est la même chose pour la mort des journalistes, et les gouvernements s'engagent à les protéger. Dans les faits, aller assurer leur sécurité dans un pays comme le Mexique ou en Amérique centrale. Oui, comment on y arrive. Ici? Bonjour, moi c'est Gabriel Tuga, je suis originaire de Winnipeg au Manitoba. Quand on parle de liberté d'expression et de la presse, comme toute institution démocratique, ça dépend du peuple et de son investissement, à la fois financier direct dans les médias, mais également juste dans la conscience publique de l'importance des médias. On parle beaucoup d'évolution du journalisme à l'ère numérique, mais j'étais curieux de savoir, même de vous deux, comment vous avez perçu dans les dernières décennies l'évolution du citoyen moyen ou du consommateur, d'une certaine façon, à l'égard de sa relation avec ces nouvelles, ces médias. Moi je le trouve en général assez passif. J'ai pas vu quand CBC, Radio-Canada, surtout CBC, était menacé sous Harper. Je n'ai pas vu beaucoup de Canadiens s'élever contre cette volonté presque affichée de nous fermer, de fermer le service public complètement. Il y a eu un référendum en Suisse, vous l'avez vu récemment, et j'ai des collègues suisses qui étaient très inquiets parce qu'au départ, les sondages montraient que les gens s'en foutaient et qu'on pouvait se débarrasser du service public, ça n'avait pas d'importance, et que le privé allait prendre la place. Les gens se sont réveillés en Suisse, et même en Suisse alémanique, qui était un petit peu comme chez nous le Canada anglais, le référendum a été rejeté. Maintenant, si on avait maintenant, avec un nouveau gouvernement conservateur qui voudrait faire fondre Radio-Canada un peu plus, moi, je suis persuadé qu'au Québec, il y aurait une résistance. Je ne suis pas sûr que dans le reste du Canada, le Canada anglais, il y ait de résistance. Quand on sait que, bon, nous, on a encore... une part de marché de peut-être 24% aux heures de grande écoute. TVA est au-dessus, mais tout le monde en perd un peu. C'est pas bien. Au réseau anglais, c'est 6% de part de marché. Et ça, c'est dramatique. Beaucoup de concurrence canadienne, beaucoup de concurrence américaine, avec des publicités canadiennes substituées aux américaines, dans des émissions américaines achetées pas cher par CTV, par Global, ce qui est ridicule. Donc il y a tout le paysage audiovisuel canadien, le mandat de Radio-Canada qui doit être réexaminé, qui va être réexaminé. Je pense que c'est dans les cartes, mais le public, j'ai pas trop confiance. Et pour répondre de mon côté, Gabriel, moi, ce qui me préoccupe par rapport à la consommation du citoyen, consommation d'informations, c'est que maintenant, on souffre tous d'infobésité. On a trop d'informations, on a un déluge, un Niagara d'informations qui déferlent sur nous tous les jours. Alors, il incombe à la personne de choisir l'information à laquelle il veut se consacrer ou le temps qu'il veut consacrer. Et on a tout et on n'a rien. On a du pire au meilleur, on a du valable à de la foutaise. Alors, c'est demander beaucoup d'efforts maintenant aux gens de s'informer correctement. C'est une forêt vierge en ce moment. Oui, c'est ça, exact. Merci beaucoup. On est rendu ici. Merci, Daniel en Chicago. Nous savons tous que l'argent est un moyen de contrôle et que le média public est financé par le gouvernement. Dans l'exemple du Canada, comment le gouvernement ou les leaders politiques du gouvernement actuel influencent la ligne éditoriale d'un organe de presse? Qu'en est-il aussi des activistes sociaux? La dernière question, nous sommes à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. Comment cela affecte l'audiovisuel?
Aïe, aïe, c'est Ouais, une épineuse question. Alors là, ouais. c'est ça. Nous, alors pour justifier le manque de moyens en ce moment à l'information, on nous dit oui, mais l'argent s'en va au numérique. C'est pas officiel, mais il va où? Il fait quoi? C'est quoi exactement le numérique? On a une vague idée, mais on le sait pas. Là, on est vraiment dans le noir. Puis je pense pas qu'on soit les seuls à Radio-Can. Radio-Canada, CBC est financé. Bon, c'est le seul médium de secteur public en fait au Canada, est financé par des crédits votés par le Parlement. Mais on sait que c'est le gouvernement qui décide de combien sera l'enveloppe. Elle a été rallongée il y a 3 ans de 650 millions, si je me trompe. Ça fait quoi? 150 millions par an, plus ou moins. Donc on a ça. Maintenant, l'influence éditoriale des politiciens sur Radio-Canada, je dois dire que je ne l'ai jamais vue. Direct, en tout cas, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti, je n'ai jamais entendu de collègues qui me disent « oui, mais tel politicien ». Quand on dit quelque chose qui ne plaît pas à un politicien, généralement, il va vous appeler, puis « ouais, mais tu as dit telle chose dans ton reportage, c'est pas juste bon, puis après, tu t'arranges avec, là, mais quelque chose organisé pour influencer un reportage dans un sens ou un autre, surtout pas avant. Après, s'il y a des faussetés qui ont été commises, on a des règles journalistiques qui sont très strictes, et tous les textes sont vérifiés et revérifiés, donc on ne lance pas n'importe quoi au hasard. Donc moi je dirais, contrairement à d'autres pays, je pense à la France où on sait qu'il y a déjà eu des ingérences politiques presque ouvertes. Chez nous, non. Bon. Vos questions sont toutes excellentes. Quand vous en avez 2 ou 3, elles sont excellentes aussi, mais je demande aux gens qui sont en avant de se tourner en arrière et de regarder combien de personnes sont derrière. Je vous demande à ceux qui ont préparé plus qu'une question d'en choisir une parmi ces questions et de ne poser que celle-là, par esprit d'équilibre et d'équité pour ceux qui attendent leur tour. Bonjour, je vous écoute. Alors bonjour, moi c'est Jessie Julor, je suis française et je vis en Guadeloupe. Alors ma question se tourne au final sur l'autre face de la précarité. Parce que j'aimerais avoir votre avis sur le fait que la grande liberté d'expression qu'on peut avoir dans certains pays, notamment le mien, est-ce que pour vous, ce ne serait pas aussi une façon... Enfin, pour moi, la liberté d'expression peut altérer finalement la qualité de l'information et peut altérer ce qu'est un journaliste. Et finalement, ce qui rejoint un peu ce que Gabriel disait sur le fait qu'aujourd'hui, le français moyen ou l'américain moyen, en parlant du continent, est beaucoup moins intéressé à l'information. Je suis éducatrice, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes adolescents qui ne s'intéressent pas à l'information et à devenir des journalistes. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas la précarité qui crée le journaliste? Ouh là là, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de jeunes ou de gens qui s'intéressent à l'actualité maintenant qu'avant. Il y en a toujours eu, je crois. Est-ce qu'il y en a plus maintenant? C'est difficile à dire. Ils passent plus de temps sur des médias sociaux où ils ne s'informent pas. J'imagine que par manque de temps, ils ne vont peut-être pas chercher un peu plus, ou je ne sais pas. Maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment la liberté... la liberté, c'est que plus il y a de sources, plus il y a de... Mieux ça vaut, il y a une concurrence, une émulation. Si tu produis des articles pourris, ton concurrent, il va te battre. L'information sera meilleure, logiquement. Moi, je ne peux pas être contre, là. Maintenant, il faut avoir les moyens, effectivement. Beaucoup de médias avec peu de moyens, ça serait peut-être mieux de se concentrer et de s'associer pour avoir plus d'impact, comme l'ont fait les 3 journaux web, les 4 journaux web d'Amérique centrale. Qui oui, sont l'exemple donné tout à l'heure. Oui, donc... Ici. Bonjour, je m'appelle Emma et je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et en fait, j'aimerais vous parler, avoir votre avis sur l'évolution des médias. Parce que vous avez parlé de Netflix qui a fait des séries télé qui retracent, même si c'est fictif, mais qui reprennent des faits réels. Ouais. J'aimerais connaître votre avis si Netflix ne reprend pas un petit peu le travail des journalistes reporters là-dessus, malgré le fait que ce soit fictif. Et malgré cette évolution, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Mais je pense que non, il ne reprend pas le travail journaliste, mais là, dans les cas que j'ai cités, ça a aidé le journaliste à disons, à rendre son explication un peu plus sexy. Est-ce que Netflix est en train de révolutionner la télévision complètement? Ils ne sont pas encore dans le domaine de l'information, je pense. Ils sont dans le divertissement. Est-ce qu'ils pourraient y aller? Ça serait intéressant à voir, parce qu'un téléjournal sans pub, moi, là, j'en rêve depuis... Ah oui. Alors là,
Vous dites ce que je fais. Moi, si je regarde Netflix, par exemple, à 10h, ben, je vais m'assurer d'être sur la bonne chaîne du téléjournal. Et puis à 10h20, je vais arrêter Netflix et puis je vais reculer au début. Puis je vais regarder les nouvelles qui m'intéressent et je vais zapper les pubs. Pas compliqué. Bon, on continue à faire de la vieille télé alors qu'on arrive alors que à une peut-être époque... Netflix nous amènerait... nous forcerait ouais. à penser la télévision autrement. On fait de la radio sans pub, pourquoi on ne ferait pas de la télé sans pub? Autrement, Netflix dans l'info, pas encore, mais allez savoir. Ouais. Ici? Bonjour, je m'appelle Julia Bellero-Dupé, je viens de Toronto. Et vous avez mentionné le fait qu'aller sur le terrain, c'est très important, mais aussi le fait qu'il y avait beaucoup de journalistes déjà sur le terrain. Puis ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que vous avez peut-être une responsabilité, au lieu de créer vos propres reportages et vos propres articles, d'amener la voix des journalistes qui sont là-bas dans votre pays? Je le fais, on le fait, c'est sûr. C'est sûr. On va souvent aller chercher l'avis de journalistes locaux bien informés. On aura fait notre recherche avant. On va savoir qui dit quoi, qui fait quoi. Et on ne part pas au hasard non plus. On dépend de sources très fiables comme l'AFP, comme Reuters, qui couvre l'Amérique latine de façon remarquable, dans beaucoup de langues aussi. CNN, ça ne se voit pas ici, mais CNN a des correspondants partout qui font leur travail en anglais et en espagnol aussi. Donc, ça, on le voit, ça, on ne le voit pas ici, malheureusement. Donc, on s'alimente de ces sources-là. Et quand on va sur le terrain, ben, on se concentre sur l'essentiel. Encore une fois, si on va sur le terrain, ce n'est pas simplement pour voir... c'est d'abord pour voir avec des yeux d'un Canadien francophone et expliquer ce qui se passe à des Canadiens francophones aussi. Donc, à partir de la compréhension que vous savez qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà, un journaliste de l'AFP qui va aller, je ne sais pas moi, au Guatemala rapporter une situation, il va viser un public beaucoup plus large que nous. On a un public et on doit le soigner. Ici? Bonjour, je suis Brian Twesta. Je voulais savoir, selon vous, votre opinion liée à que si, exemple, un jour, il y a une loi contre la liberté d'expression, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben alors, vous allez regarder le projet de loi que vous allez débattre. Vous avez un exemple? Il y a tout dedans là, pour faire un Venezuela, je vous le dis. Et contrôle des médias et tout. Cuba, j'irai pas jusque-là, mais c'est sûr. Est-ce que vous croyez qu'une loi comme ça pourrait survenir en Amérique du Nord? Non, ça passerait pas. Ça passerait pas. Il y a plusieurs éléments, même là, mais il y a des éléments qui passeraient dans un état d'urgence, en cas de terrorisme. En France, il y a eu des choses comme ça, mais pas à ce point-là. C'est trop... C'est amusant. De toute façon, vous allez y revenir. Monsieur? Bonjour, je m'appelle Bastien, je viens du Chili. Bon, je vais parler un peu sur le passé récent. Pendant la dictature au Chili, un journal, La Segunda, a publié « Exterminados como ratones », ça veut dire « exterminés comme des rats ». Sur une situation de la mort de 59 militants du mouvement de la gauche révolutionnaire. Et l'argumentation a été qu'il y avait des conflits internes du mouvement et des conflits avec les militaires étrangers. Aujourd'hui, on sait que cela faisait partie de l'opération Colombo, du plan Condor qui a été mené par la CIA pour cacher l'assassinat des 119 militants de l'opposition de la dictature chilienne. Comment peut-on valider une liberté de presse qui cherche le profit de ceux qui détentent le pouvoir, qui défend les violations des droits de l'homme et qui, tout simplement, ment au peuple? Oui, sans remonter jusqu'à la dictature, moi je dirais que l'Argentine, par exemple, a réussi à châtier un peu mieux et de façon plus expéditive ces tortionnaires que le Chili. Vous avez certainement raison que la presse a dû contribuer à cette impunité. Mais moi, je parlerai de faits plus récents, parce que j'ai fait à 2-3 reprises des reportages sur les Mapuches au Chili. Et j'ai vu qu'ils étaient complètement absents de la couverture de pratiquement tous les médias chiliens. Et ça, là, c'est frappant. Et puis dans le rapport de Reporters sans frontières, ce qui fait que le Chili, entre autres, le Chili n'est pas à un niveau plus élevé, c'est ce blackout sur la situation des Mapuches au Chili, qui sont les indigènes, qui sont comme nos autochtones ici, et qui sont marginalisés, mais qui sont de plus en plus revendicateurs et militants. Des fois, ils peuvent être violents aussi, et il y a eu des jugements absolument indignes
contre des leaders mapuches encore récemment, et ça ne sort pas comme ça devrait dans les journaux. Je vous félicite pour la concision de vos questions. Je vous invite à continuer, ça avance bien. Je vous écoute. Bonjour, je suis Pierre Dupénor, je viens d'Haïti et j'ai eu l'occasion de travailler aussi pour Telesur au Venezuela. Ma question, c'est qu'en Haïti, il y a une situation, les médias en général sont financés grâce aux publicités privées, des entreprises privées. Cela a pour conséquence que l'information est réduite à la superficialité, aux faits divers. Le journalisme d'investigation n'existe pas en Haïti. Et ce qui pose un autre problème de l'accès à l'information. Et ce que j'entends par l'information utile. C'est-à-dire cette information qui permet aux citoyens, à la société, de prendre des décisions pour assurer sa survie et son avenir. Ça n'existe pas. Et pour revenir à ce que je disais, pour faire court. Et votre question est j'ai eu l'occasion en 2008 d'écrire un papier pour WAC. Je crois que c'est Média. C'est une revue aux États-Unis qui travaille sur l'impunité et la censure. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer des journalistes qui me racontaient qu'ils sont réduits à la censure du fait que les directeurs des salles des nouvelles ne les empêchent d'approfondir des sujets qui pourraient toucher des intérêts clés des acteurs, des agents du secteur privé. Votre question, Jean-Michel? Donc, quelle posture pour un journaliste engagé qui veut aller, qui veut approfondir des sujets clés qui sont vraiment importants pour la société, qui sont pertinents à différents points de vue pour la société. Quelle posture moi, je vais vous répondre par une question parce que il se pourrait que j'aille en Haïti aussi. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé. J'ai eu affaire à des journalistes de Radio Métropole avant, Le Nouvelliste. Quels sont les médias qui sont financés par des pubs, par exemple? Presque tous. Pour ne pas dire tous. Nommez-les que je les évite. On va dire Métropole, Vision 2000, Caraïbes FM. D'ailleurs, Radio Caraïbes FM a une particularité, c'est que dans une édition de nouvelles de 2 heures de temps, il y a presque 2 tiers qui sont consacrés aux publicités, ou un peu plus. Je vous invite à vous parler tout à l'heure à la pause. D'accord. Et revenir à la question de la posture, parce qu'on veut avancer. Oui. Justement, c'est encore plus grave. Très bien. Alors, vous en reparlerez un petit peu plus tard, s'il vous plaît, pour tout le monde. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui font leur job? Ça sera ma deuxième question. Je réponds rapidement? Non, s'il vous plaît, parce que gardez tout le monde encore, puis le temps avance. Merci, mais vous pourrez poursuivre la conversation, madame. Bonjour, Caroline de Montréal. Ma question est en fait, parce que vous avez mentionné que pour avoir des formations de qualité, il faut souvent payer pour l'avoir. Et donc, dans un contexte où on est bombardé d'informations, comment on fait pour éduquer nos jeunes et les moins jeunes à avoir un esprit critique face à toute cette information-là, en quelque sorte? Oh boy. Oh boy. Ça se fait en famille, ça se fait à l'école. Ouais. C'est la seule réponse que je pourrais donner parce que... C'est de la vigilance personnelle au jour le jour, effectivement. C'est la responsabilité des parents, du citoyen. Moi, j'ai eu beau essayer de forcer mes enfants à regarder les téléjournaux. J'ai pas toujours réussi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est un combat quotidien. Hein? C'est une vigilance, une forme d'entrée dans la résistance. Merci pour votre question. Monsieur? Bonjour, je m'appelle Martin Biroun, je viens d'Uruguay. Je vous remercie pour les propos sur mon pays. Il y a la tradition en Uruguay le gouvernement intègre tous les partis d'opposition dans les entreprises publiques. Donc je pense que c'est un élément clé de contrôle continu de la démocratie. Je reviens à ma question. Ma question, c'est sur le mouvement catholique que vous avez évoqué à Cuba. Est-ce que vous pensez, comment vous voyez l'acteur du pape François comme acteur social? Et dans ses discours, il parle d'ouverture, de se rapprocher des peuples de Cuba, du Venezuela, etc., associé aussi à sa proximité avec Cristina Kirchner et à la gauche de l'Amérique latine. Est-ce que vous pensez que ça contribue aux relations avec Cuba ou à l'ouverture de la tolérance du mouvement catholique à Cuba?
Oui, ça donne du poids au mouvement catholique à Cuba qui, tant bien que mal, essaie de résister, de tenir tête et a réussi sous Raúl Castro quand même à prendre place, à prendre des positions intéressantes, à faire bouger les choses. On pense aux détenus, à des détenus, etc. Le pape François est venu en Colombie, est venu à Cuba quand les négociations entre les FARC et le gouvernement colombien étaient en train de déraper. Il a débarqué pratiquement à l'improviste. Ah oui. Puis il a dit, j'étais là par hasard, dans son discours ou homélie, il a dit à la fin, vous me réglez ça, il l'a dit de façon très papale, vous me réglez ça, et paf, le surlendemain, il y avait un accord. Ah oui. C'est assez intéressant. Ouais. C'est assez intéressant. La réconciliation avec l'église copte aussi était... non, l'église orthodoxe de... Non, l'église... Non, pardon. L'église, le pope de Constantinople. En tout cas, l'Église orthodoxe d'Orient. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Merci pour la question. Bon, écoutez, en principe, on devrait arrêter pour la pause. Est-ce que ça vous tente qu'on continue encore 10 minutes pour donner la chance aux questions? Ouais. Oui, hein? OK. Je pensais bien que vous alliez me dire oui. On vous écoute. Bonjour, je suis Carter Murphy des États-Unis. Je voulais savoir si vous avez des conseils pour ceux qui deviendraient journalistes dans ce contexte un peu particulier où non seulement le président des États-Unis, mais aussi une grande portion de la population de mon pays devient de plus en plus hostile aux journalistes et même l'idée d'un presse libre. Ouais. Patience, endurance, ça peut pas durer. Je veux dire, ça peut pas durer. Il y a des grands médias qui résistent, qui font un bon travail et qui démontrent que des vraies nouvelles, pas des fake news, ça existe. Et puis, à part ça, il y a les élections en novembre. La majorité au Congrès, ça dépend de tellement de choses. Et c'est tellement imprévisible ce qui se passe, mais qui aurait pu dire ça et au jour le jour, au fil des tweets, on sait pas. Le monde change et tout. Faut pas se décourager, mais c'est pas facile. Hein. Ici. Bonjour, je m'appelle Aïcha. En tant qu'Argentine, je voulais ouvrir le débat sur la concentration des médias parce qu'en fait, après la montée de Macri au gouvernement, on a coupé, voire coupé le budget étatique pour les médias, voire fermé des grandes agences de médias, des presses. Voilà. Donc maintenant, pour avoir accès à une espèce de posture d'opposition, on doit forcément... essayer de trouver des médias indépendants, par exemple, menés par des étudiants, des universités. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir vraiment de cette manière ou qu'il y a besoin d'un financement étatique, notamment, parce qu'on dépend vraiment du secteur privé, ça c'est le monopole maintenant, et il représente des positions conservatrices. Mais il y a encore des radios et des télévisions publiques en Argentine. Ça reste la minorité, mais vraiment la minorité. En fait, il y a Radio Universitaire, il y a qu'un seul journal qui présente une voix d'opposition, qui s'appelle Páginas. Alors, je vous poserai des questions sur l'Argentine aussi. Je sais pas. Ça fait un moment que je suis allé. Mais est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'avoir un financement étatique au niveau de la étatique, presse? mais un financement étatique, oui. Si c'est possible, oui. Mais comment ça peut se faire en Argentine, je ne sais pas. Merci. On avance bien. On va y arriver. À votre tour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Mathéus, je viens du Brésil. J'ai une très rapide question. Dans le projet de loi sur la sécurité, le terme radicalisation est défini comme une adoption d'idéologie qui va à l'encontre de valeurs de l'État. Et dans le domaine du journalisme, qu'est-ce que vous considérez comme radicalisation dans les Amériques? Ça, c'est dans le projet de loi que vous devez étudier. Là, vous allez vous préparer à un gros débat là-dessus. Qu'est-ce qui constitue une menace? À mon avis, pas grand-chose, à part une insurrection armée, des troupes dans la rue, des guérilleros avec des bazookas à la rigueur, mais je vois ça nulle part dans le portrait des Amériques, pour le moment, heureusement. Non, mais je pense que c'est...
ça devrait être hors de question, ça. Oui. Monsieur, ici? Bonjour, je suis Guillermo Vidarte, je viens de l'Argentine et comme vous avez parlé de mon pays, je voudrais savoir justement quelle est votre opinion à propos de la concentration des médias en Amérique latine et dans l'ensemble du continent. Trop grande. Je n'ai pas les détails en Argentine, mais je sais qu'il y a le groupe Clarín qui est énorme, il y en a plusieurs autres aussi. C'est un problème au Pérou. Il y a le groupe El Comercio aussi, c'est pareil. J'en ai parlé pour le Brésil, les 2 télévisions, j'en ai parlé pour le Mexique aussi. Ça, c'est dans tous les grands pays d'Amérique latine, il y a un problème de concentration de la presse. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on ne sait pas très bien qui sont souvent les propriétaires, avec quelle part. Il y a peu de transparence. Quels sont leurs intérêts, quels sont leurs intérêts politiques aussi, comment ça joue. C'est vraiment obscur et ça ressort des études justement de la concentration de la presse de Reporters sans frontières. Ils ne l'ont pas fait sur l'Argentine malheureusement, mais pour les autres, c'est tellement opaque que c'est difficile, mais on sait que ça existe, un problème. Et encore une fois, quand on sait que les gens s'informent majoritairement à la télé, à la télévision, grande majoritairement, c'est pas encourageant. C'est pas encourageant. Merci beaucoup, ça avance bien, on vous écoute. Bonjour, moi je suis Paola Pérez, je viens de Colombie. Oui. Je voudrais savoir, si on parle du Guatemala, est-ce que vous savez quelle est la relation entre les maras, et la liberté de presse et la liberté d'expression? Non, mais je sais qu'il y a des journalistes qui ont des problèmes avec les maras. J'imagine ceux qui essayent de rapporter ce qui se passe dans certains quartiers. Moi, j'en ai vu, pas des journalistes, mais des groupes de maras dans des quartiers de San Salvador, de Guatemala City. Et je peux vous dire qu'ils exercent un contrôle là-dessus, prélèvent leurs impôts, et c'est assez hermétique. J'imagine mal un journaliste mettre le pied là-dedans. Je pense que c'est du suicide un peu. Je ne sais pas comment ils font. J'ai un projet d'aller... j'ai fait un reportage sur des gens du Salvador et du Honduras qui devraient être expulsés des États-Unis à cause de la fin du statut de protégé. Oui. Et ils ne veulent pas retourner là-bas. Et j'ai l'intention d'aller voir leur famille, là d'où ils viennent, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ne veulent pas y retourner, qu'est-ce qui se passe. J'ai déjà fait un reportage au Salvador, au Guatemala, sur les maras, et l'accès est vraiment, vraiment difficile. Et il faut connaître des gens. Et l'Église joue un grand rôle là-dedans, d'ailleurs. L'Église, hein? L'Église arrive à récupérer des maras repentis qui ne sont pas exécutés parce que ils disent ils sont respectés parce qu'ils disent qu'ils ont la foi. Et ils arrivent à faire du bon travail aussi auprès de leurs anciens collègues maras, mais c'est un cauchemar. Bon, moi, je suis Juan, je viens aussi de l'Uruguay. Merci pour le propos aussi. Pas de problème. Mais l'une des choses qui nous classe si bien, c'est l'accès à l'information publique et la transparence. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Amérique latine, de l'accès à l'information publique? Quel est le rôle pour bien faire le travail du journalisme? Et encore une petite question, ne pensez-vous que les séries de Netflix montrent une réalité partielle? Par exemple, le mécanisme n'est un peu... je pense qu'elle montre une réalité qui est assez partielle. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas vous. Je vais vous demander, Jean-Michel, de vous contenter d'une réponse à une question. Partielle et exagérée et romancée, c'est clair. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est ça. Maintenant, les personnages ne sont pas tous tout à fait exacts. Je sais que Lula et Dilma Rousseff ont annoncé qu'ils allaient poursuivre Netflix pour diffamation. Donc, mais bon, c'est pas les personnages principaux. Ils sont quand même là. Et puis, l'Uruguay, oui, c'est un exemple pour tout le monde, l'accès à l'information. Je pense qu'au Canada, ça va, mais quoique, des fois, c'est essentiel. C'est essentiel. Et il y a des gouvernements qui ne veulent pas être transparents. C'est clair. Ils n'ont pas intérêt pour une sorte de raison. Alors, il nous reste 3 personnes, donc 3 questions seulement. Oui, OK. Votre question. Oui, bonjour. Mon nom est Mathieu Bélanger. Je suis de Montréal. Ma question, vous avez beaucoup parlé depuis le début des fake news, de l'abondance des médias. Je pense que c'était le médiabésité, le mot que vous avez utilisé. Infobésité. Infobésité, je n'étais pas loin. Je me souviens du bésité surtout. Puis que surtout dans les médias sociaux, c'est très difficile de filtrer. Ouais. Donc, je me demandais justement qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ce que monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas le temps
de s'assurer de la validité des informations et de lire 5 journaux quotidiennement, comme idéalement il faudrait qu'on le fasse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là à voir quelle est la bonne information, justement? Leur dire de regarder le téléjournal et de réclamer la fin de la publicité et un meilleur financement de l'information. Et puis de lire des bons journaux, il y en a quand même des bons, enfin pas beaucoup, mais il y en a. Et ça reste une responsabilité individuelle aussi. On ne peut pas forcer. Les médias sociaux, c'est tellement... Et ça consomme du temps qu'on consacre à ça, qu'on Oui. a passé ailleurs. Merci de la question, madame. Moi, je suis Cassandra Jean-François, je viens d'Haïti. Ma question, c'est, puisque nous parlons de la liberté d'expression, est-ce que cette liberté d'expression n'a pas de limite? Jusqu'où est-ce que le journaliste peut aller? Par exemple, si on prend le cas des journalistes freelance, qui, comme vous venez de le dire, des fois se comportent, on aurait pu dire qu'ils se comportent comme des Robins des Bois. Et certaines fois aussi, ils sont victimes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de limite à ne pas dépasser? C'est ce que je voulais savoir. Moi, je pense que les limites vont s'imposer d'eux-mêmes. Normalement, tu peux faire ça une fois, 2 fois, mais à un moment donné, ça va se voir que tu fais un travail malhonnête ou que tu dis n'importe quoi. Et ça devrait s'arrêter. À mon avis, il y aura une censure de la société ou de ses collègues. Ici, par exemple, je ne vois pas combien de temps ça pourrait durer. À un moment donné, il y a des journalistes qui ont inventé des histoires. Puis, on a des exemples en tête. On l'a vu, là, et le gars n'est plus là. Donc, Mais encore là, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'improvisent journalistes et qui, en fait, ne sont pas journalistes, mais sont des chroniqueurs d'opinion, et ça, c'est autre chose. Ça peut durer, c'est vrai. Dernière question. Bonjour, Marie Dion-Clich de Montréal. En fait, on constate que de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui s'informent par le truchement des réseaux sociaux. Puis justement, ces réseaux, comme par exemple Facebook, vont agréger le contenu sans nécessairement, sans le produire. Puis je me demandais s'il serait possible, par exemple, de taxer ces réseaux afin que cet argent revienne aux médias auxquels cet argent revient, ou s'il y aurait, par exemple, une autre solution possible. Faudrait, je pense qu'en Europe, par exemple, Google, qui se sert de Google News, a réussi à faire une sorte d'accord avec les grands médias, de façon à pouvoir présenter au moins leurs titres et tout. Après, les médias font payer, comme je le disais avant. Donc oui, c'est possible. Il faudrait trouver un moyen de réglementer ça, parce que c'est vrai qu'on repique n'importe quoi et on va le remettre là. C'est pas juste, c'est pas correct, mais on est encore dans une période tellement comment dire, monde des médias se cherche. Ah oui, absolument. Là, on est dans le noir. Il n'y a pas de réponse, il n'y a que des questions. On fonctionne à tâtons. Et puis, ce que je peux terminer juste un petit mot. Oui. Alors, vous citez quelque chose, une maxime sur la liberté de la presse. J'en ai plusieurs, mais j'ai retenu... j'en ai 2. Thomas Jefferson, c'est pas n'importe qui. Bon, notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. Donc, limitée... J'en ai une d'un type que j'aime pas particulièrement, François Mitterrand, comme politicien, qui n'a pas été un super grand démocrate, mais il était président quand même, donc il a pu voir de près ce que ça impliquait. Il a dit « La liberté de presse présente des inconvénients, mais moins que l'absence de liberté. » Excellent. Et je veux d'abord vous remercier. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Votre attention, vos questions. Et aussi, surtout, remercier Jean-Michel Leprince pour cette entrevue. C'est une grande richesse. C'est pas terminé. C'est pas terminé parce que je sais que Jean-Michel, pendant la pause, il faut qu'il aille parler des médias d'Haïti. Ça, je sais ça. et ensuite, tout à l'heure, il y a l'atelier aussi avec les gens du volet médias, atelier auquel vous avez participé. Mais c'est pas tout, je pense. Denis veut venir nous dire quelque chose. Oui, un petit mot. Il y en a hier qui, malheureusement, n'ont pas pu assister au spectacle à cause de la pluie. Il y en a qui ont dû quitter. Il y en a aussi qui demandaient de prendre des photos aussi avec certains artistes. Et puis, malheureusement, on ne pouvait pas monter sur la scène. On était tellement désolés. Mais nos amis nous ont appelés. Ils ont dit, on veut rencontrer votre monde. On veut rencontrer ces jeunes francophones des Amériques. Donc, il y en a 2 qui sont ici avec nous. Qui ça? 2 amis du centre de la francophonie, 2 amis de la francophonie des Amériques. Donc, on a Gabriel Robichaud qui était hier. Gabriel, si tu peux venir avec moi. Gabriel a fait les poèmes hier. Si vous avez manqué cette partie-là, ceux que vous avez manqué quelque chose. Et puis, il y a un ami aussi du centre
qui est au conseil d'administration du centre. Il y en a qui le connaissent aussi, donc de la Louisiane, Zachary Richard. Wow! Viens, Zachary, avec nous. Je vais demander à Zachary Richard et Gabriel Ruchot de vous faire un petit mot. On doit quitter parce qu'il y a des... donc, à 10h30, je dois quitter d'ici. Donc, on va faire ça rapidement pour permettre là, à Zachary de se rendre en temps à l'aéroport pour ramasser ses choses. Donc, Gabriel, peut-être en premier. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ouais, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici, de vous voir tous ici rassemblés. Moi, je m'appelle Gabriel Robichaud, je viens de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je suis un comédien, un poète, un auteur aussi de théâtre acadien. Puis, dans le fond, j'ai eu la chance de me promener un peu partout, surtout dans la francophonie au Canada, mais un peu également aux États-Unis. J'avais descendu dans le cadre d'un film, un documentaire. Je suis jamais allé encore en Amérique du Sud, mais j'y aspire certainement. Et je suis toujours très ému de voir à quel point la francophonie rassemble. Je vous écoutais tantôt poser ces questions-là sur les médias sociaux et ça me fascine parce que je suis pris là-dedans moi aussi. J'étais content aussi hier de voir dans la section VIP les drapeaux. Je sais que j'ai vu un drapeau franco-ontarien, entre autres. J'ai habité 3 ans et demi à Ottawa, ça fait que ça m'a fait très plaisir de voir ça. Je viens tout juste de déménager à Montréal. Mais merci d'être là, puis au plaisir de jaser avec vous. Ouais. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de venir vous saluer et de vous exprimer ma gratitude pour votre existence. Hein. Vous avez maintenant le flambeau de la francophonie et je suis vraiment très, très fier de voir qu'il y aura une suite. Hein. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire et pour vous faire comprendre un peu mieux pourquoi moi je suis aussi têtu et engagé. Hein? Moi, je viens de la Louisiane et je voudrais justement saluer mes amis, surtout de mon pays, et je suis particulièrement fier d'eux. J'étais élevé dans une maison d'une culture schizophrénique, c'est-à-dire mes grands-parents faisaient partie de la dernière génération monolingue francophone. Mon grand-père, il parlait un peu l'anglais parce que c'est un grand amateur de sport. Il regardait il écoutait le baseball à la radio de St. Louis Cardinals. Et puis donc, il avait quand même une notion de l'anglais. Mais j'ai jamais parlé avec lui, sauf qu'en français. Mes parents étaient de la génération assimilée et eux me parlaient plutôt en anglais. Mais dès qu'il y avait un vieux, par respect, on virait toujours en langue française. Et moi, j'ai toujours été fasciné pour ça. Et puis, mon engagement envers la francophonie est essentiellement 2 choses. D'abord, l'amour, parce que j'étais élevé dans la maison d'André Boudreau, une vieille maison sur Pilotis en Louisiane. Et puis, ma mère, qui va fêter ses 97 ans le mois prochain, sur le 15 août, elle avait 5 frères. Et elle est la cadette. Les 5 garçons, ils allaient en bas de la maison pour fumer de la cigarette. Et mon grand-père les a attrapés un jour. Et par crainte qu'ils foutent le feu dans la maison, il les a fait rentrer dans la maison pour fumer. Ça fait que la nouvelle s'est répandue dans le voisinage et c'est devenu une espèce de démon pour tous les vagabonds et puis les adolescents du pays qui se ramassaient dans le salon chez André Boudreau. Mon grand-père était conteur. Ma grand-mère dansait les 4 coins du mouchoir. Elle prenait un mouchoir de poche et mettait ça par terre. Elle dansait son gigue. Enfin, c'était un grand mouchoir, mais c'était pas un drap, on s'entend. Elle dansait sans mettre le pied par terre. Donc, il y avait cette ambiance et je suis quelque part à la recherche de cette joie de vivre, cet amour que j'ai connu quand j'étais petit garçon. Donc, ça aurait pu être le chinois, ça se trouvait être le français. Donc, ça résonne pour moi dans mon cœur, dans un endroit vraiment très, très, très intime, au fin fond de mon profondeur. Et le français, ça a toujours été pour moi la langue d'amour. Mais l'autre chose, et l'autre partie de mon engagement, c'est la révolte. Parce qu'en Louisiane, on a subi un mépris depuis
toujours, en fait depuis fort longtemps. Donc de parler français et d'être cadien dans mon pays, c'était l'équivalent de l'ignorance et de la pauvreté. Et nous, les Cadiens, jusqu'à très récemment, on a accepté ce mythe couillonneux. Et maintenant, on est en train de se défaire de cet héritage très, très lourd de mépris et de dédain. Donc, il y a ces deux parties qui sont à la fois l'amour de la langue française, de la culture acadienne de Louisiane, et aussi la résistance. La notion que le français est en quelque sorte inférieur est quelque chose que je trouve absolument inacceptable. Et pour moi, c'est une grande source de motivation, à savoir qu'on est capable, hein? On est fort, on a beaucoup à offrir. Ce qui m'emmène à une autre dimension de la francophonie et probablement la chose la plus importante pour moi, c'est l'héritage de Léopold Senghor, quand il parlait d'humanisme qui se tisse autour de la terre. Parce que dans mon pays où on vit en milieu minoritaire, on n'a pas le loisir de regarder l'anglo-américain comme étant ennemi. Il faut le séduire. Il faut qu'il soit partenaire en quelque sorte à notre aventure. Et pour cela, il faut que nous offrons une alternative à la culture de masse, hein? Et pour moi, je trouve ça dans l'héritage de Léopold Senghor et de Aimé Césaire, c'est-à-dire l'ouverture et la tolérance, toutes les valeurs de la culture française. Pour nos jeunes en Louisiane, c'est vraiment très attrayant de pouvoir offrir quelque chose, une alternative à la culture de masse. Quelque chose qui est basé sur la tolérance, sur l'ouverture, sur l'inclusion. Et pour moi, c'est ça la francophonie, hein? C'est un grand chapiteau rassembleur. Nous, en Louisiane, on a la chance, on est un peu les orphelins de la francophonie, et nous dépendons sur les enseignants qui viennent d'ailleurs, hein, parce que nous sommes en train de former notre corps d'enseignants. Nous avons bien des enseignants louisianais qui peuvent instruire le français comme langue seconde, mais les sciences et les maths, c'est autre chose. Donc, nous dépendons sur la francophonie pour notre propre survie, hein. Et donc, nous avons des enseignants qui nous arrivent du Québec, de l'Acadie, mais aussi de l'Afrique, de l'Haïti, du Vietnam. Et ça nous donne un visage à notre francophonie en Louisiane, vraiment très multiethnique, très multicolore. Et j'attache énormément d'importance à ça. Et je voudrais, quand vous retournez dans vos pays, vos villages, que vous vous souvenez d'une chose peut-être de ma prestation aujourd'hui, c'est que la francophonie est inclusive. C'est quelque chose qui doit être ouvert et présenter une ouverture envers autrui. Et sur ces mots-là, je suis obligé de vous quitter. Je trouve que vous commencez... Asseyez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Quand je suis arrivé, M. Desgagnés me prend de côté, il dit « Zachary, tu parles anglais ?» Je dis « Oui, un petit peu. » Il dit « Tu connais l'expression « sing for your supper » Je dis « Ouais. » Tu veux que je t'emmène à l'aéroport? Je dis « Ouais. Est-ce qu'il y a de l'eau ici quelque part? Flavie, est-ce qu'il y a de l'eau quelque part? » Ça s'en vient. Dans les soirées chez André Boudreau, ma grand-mère, quand elle en avait assez, elle chantait sa berceuse. Merci. Et une fois qu'elle avait fini sa berceuse, elle partait chercher son balai. Et ce n'était pas pour nettoyer. Si jamais il y avait encore des étrangers dans la maison, gare à vous. Alors, je vais vous chanter la vieille complainte de Julie Martin en vous souhaitant un très bon Parlement. Parlez-vous, et puis je compte sur vous pour bâtir l'avenir de la francophonie partout dans le monde. Merci beaucoup d'être là.
c'est de bonheur, mais bon. Tout un beau soir en me promenant tout au long du bois charmant. Tout un beau soir en me promenant tout au long du bois charmant. Regarde, je vois venir une jolie bergère. C'est ça qui me rappelle celle que j'aime autant. Jolie bergère, qu'est-ce que tu fais dedans le bois? J'ai mes moutons sur les plaines, là où les loups me font ouvrage. J'ai mes moutons sur les plaines, là où les loups me font ouvrage. Les beaux bûchers, ils sont partis. C'est pour couper la fleur du bois. Les beaux bûchers, ils sont partis. C'est pour couper la fleur du bois. Ne coupez pas la souche ni la retraite. Vous goûterez de mes bouteilles. Ne coupez pas la souche ni la retraite. Vous goûterez de mes bouteilles. En buvant une, en buvant deux, en buvant trois, oui s'il le faut. En buvant une, en buvant deux, en buvant trois, oui s'il le faut. Merci beaucoup et très bonne journée.